On va donc accepter tout le monde dans Time for the Planet. Des femmes et des hommes de tous les pays, des entreprises, petites, moyennes et grandes, des associations et ONG, des clubs sportifs, des collectivités publiques, des banques et des fonds d'investissement. On va discuter avec des représentants élus, quel que soit leur bord politique. On accueillera les riches, les pauvres, les gros cons, les véganes, les boulimiques du voyage en avion, les décroissants, les utopistes et les pessimistes, ceux qui comprennent rien à l'urgence de la situation et encore toutes les autres catégories de personnes que tu peux pas saquer. On a les nôtres aussi, si ça peut te rassurer. On aura l'OM et le PSG, le MEDEF et la CGT, Tom et Jerry, les pros et les anti-nucléaires. On mangera des pains au chocolat et des chocolatines. De toute façon, on est tous sur le même paquebot. Il n'y a plus qu'à déposer les armes et à coopérer. Ici, quoi qu'on pense ou fasse tous individuellement, on n'est pas là pour s'écharper, on est là pour construire. On se reprendra la tête si on arrive un jour à trouver une île sur laquelle accoster et si on en a encore l'envie et l'énergie. Pour l'instant, pause. On y arrivera parce qu'on sait tous au fond de nous qu'on y a intérêt, individuellement et collectivement. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission exceptionnelle, l'émission À Poil, Time for the Planet se met à nu ce soir. Je me présente, je m'appelle Laurent, je suis l'un des 6 cofondateurs de Time for the Planet. Ce soir, à défaut d'être venu à poil, je prends le costume de présentateur durant l'ensemble de cette émission. Je serai accompagné durant l'ensemble de la soirée par Mehdi, également cofondateur de Time for the Planet, en tant que chroniqueur spécial. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, ravi d'être avec toi. Ce soir, on vous dit tout sur Time for the Planet, on vous montre tout. L'émission sera décomposée en 4 parties. La première partie sera sur la mission de Time for the Planet, son rôle. Qu'est-ce qui fait que Time for the Planet peut lutter à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique? En deuxième partie, nous irons découvrir la communauté de Time for the Planet, la fameuse galaxie de l'action. Qui la compose? Qu'est-ce que font les personnes qui sont au sein de cette communauté et comment elles s'organisent? En troisième partie, nous irons découvrir les innovations. Qui peut postuler pour envoyer une innovation à Time for the Planet? Comment faire? Comment elles sont évaluées? Par qui? Et surtout, sur quels critères? Et enfin, en dernière partie, nous aborderons la gouvernance. Qui peut décider d'investir dans telle ou telle innovation? Quel est le rôle du conseil de surveillance? Qui contrôle quoi? Comment? On vous dira tout ce soir. Je vous propose à chacun d'enfiler votre masque et tuba pour partir en immersion, découvrir la partie immergée de l'iceberg de Time for the Planet. Ce soir, on vous montre tout et c'est maintenant que ça se passe. C'est parti. Bonsoir Colline, bonsoir Arthur. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Time for the Planet? Alors bonsoir à tous. À l'initiative de Time for the Planet, on est 6 entrepreneurs et au cours des 10 dernières années, on a monté des boîtes dans pas mal de secteurs différents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme un peu plein de gens finalement, on a pris conscience assez tardivement de l'ampleur de l'urgence climatique. Ça a d'ailleurs été une grande gifle. C'était compliqué de savoir comment continuer à vivre une fois qu'on savait ça. Alors, on a cherché des solutions en tant que simple citoyen, on a voté un peu différemment, on a essayé de changer nos petits gestes du quotidien. Mais ce qu'on voit très vite, c'est que quand on n'est pas président de la République ou milliardaire, on peut s'acheter une trottinette, faire pipi sous la douche et ensuite on attend un peu un miracle. Or, on n'a absolument pas le temps d'attendre que soit 197 pays se mettent d'accord, soit que 7 milliards d'êtres humains changent radicalement leur manière de vivre. Il nous fallait inventer quelque chose. On voulait un outil citoyen qui nous permette de lutter à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. Si je vous la fais simple, aujourd'hui on est à main nue, en slip, contre Godzilla. Voilà. Donc pour créer ce modèle, on est allé voir des grands scientifiques. On leur a demandé quoi faire. Des grands scientifiques comme Jean Jouzel, l'associé de Time for the Planet, par exemple. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que pour rester en dessous des 2 degrés fatidiques de réchauffement de la planète, on avait besoin de régulation, bien sûr, de sobriété, mais aussi d'innovation.
Or, les meilleures innovations qui permettront de rester en dessous ces 2 degrés, aujourd'hui, elles ne sont pas encore déployées à l'échelle mondiale ou pire, parfois, elles sont même coincées dans les laboratoires. Et c'est exactement ça, Time for the Planet. Notre mission, c'est de détecter des innovations à impact contre les gaz à effet de serre qui peuvent changer la donne au niveau mondial et de les transformer en entreprises pour qu'elles puissent se déployer très largement, à très grande échelle, pour avoir un maximum d'impact. Donc, en une phrase seulement, Time for the Planet lève progressivement 1 milliard d'euros pour créer et financer 100 entreprises contre les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, vous savez, ce tout petit truc qu'on émet en milliards de tonnes chaque année dans l'atmosphère et qui sont en train de foutre, on peut le dire, un joyeux bordel. Alors, pour construire ce modèle Time for the Planet, on avait en gros 3 options. Soit on bazardait complètement le système économique et on faisait carrément la révolution. Mais on n'est clairement pas crédible en révolutionnaire. Non, pas trop. Soit on attendait le fameux monde d'après, le monde post-Covid. Mais il prend sacrément son temps, celui-là. Ouais. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait plutôt jouer sur le terrain économique tel qu'il est aujourd'hui, puisque c'est l'argent qui dirige le monde. Mais par contre, que pour aller beaucoup plus vite, on allait changer 5 règles fondamentales. Alors, la première règle qu'on a changée, c'est que Time for the Planet est une entreprise, c'est sûr, mais c'est une entreprise ouverte à tous. N'importe qui peut devenir actionnaire, c'est-à-dire copropriétaire du projet à nos côtés, à partir de 1 euro en 1 minute simplement sur notre site internet. Et on est déjà plus de 20 000 associés, plus de 2000 entreprises, des ONG, des collectivités territoriales. Et ce qui est important pour nous, c'est que ce n'est pas en s'opposant qu'on y arrivera, mais vraiment en collaborant à très grande échelle. Alors la deuxième règle qu'on a changée, c'est que Time for the Planet est une entreprise, mais à but non lucratif. Ce qui veut dire que les gens qui investissent dans Time for the Planet ne le font pas pour une performance financière, mais plutôt pour une performance purement environnementale. Attention, ce n'est pas un don. Quand vous investissez de l'argent dans Time for the Planet, vous n'allez pas gagner d'argent, vous n'allez pas vous enrichir. En revanche, tous les ans, vous allez obtenir la quantité de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à votre investissement. La troisième règle qu'on change, c'est qu'on n'attend pas que les scientifiques, les innovateurs deviennent comme ça, d'un jour au lendemain, de super entrepreneurs. Pour qu'une innovation se déploie à très grande échelle, il faut qu'elle ait un très bon business model, un business model solide. C'est pour ça qu'on adjoint à chaque innovateur un entrepreneur aguerri dont c'est le métier. Et ensuite, on injecte jusqu'à 10 millions d'euros progressivement dans chacune de ces entreprises pour leur donner les moyens de leurs ambitions. La quatrième règle qu'on change, c'est l'open source. Alors, quand on crée une entreprise, il y a à peu près 1000 raisons qui peuvent se passer et qui font foirer l'entreprise. Or, sur le dérèglement climatique, on n'a pas le loisir de perdre. On doit absolument gagner à tous les coups. Et pour ça, il y a un ingrédient secret, c'est le partage. Time for the Planet va mettre en open source toutes les innovations. C'est-à-dire qu'on va ouvrir la propriété intellectuelle, la recette, gratuitement pour que n'importe qui, partout ailleurs sur la planète, puisse s'en emparer et copier-coller les entreprises de Time for the Planet. Ce qui fait qu'on ne crée pas 100 entreprises, mais 100 marchés mondiaux et l'impact de votre investissement est démultiplié. La cinquième et dernière règle qu'on a changée, c'est que Time for the Planet est une entreprise, mais c'est surtout un mouvement citoyen mondial. C'est une œuvre collective qui est composée de dizaines de milliers d'associés, et chaque associé peut s'emparer de cet objet qui est Time for the Planet, et le faire grandir. Et c'est ce que font déjà les plus de 3500 associés actifs au sein de notre galaxie de l'action, dont on va vous parler dans quelques minutes, et qui œuvrent tous les jours à accélérer cette belle aventure commune. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Time for the Planet ? Eh bien, en 1 an et 5 mois, on a rassemblé près de 4 millions d'euros, près de 20 000 associés et surtout un magnifique comité scientifique avec de grands scientifiques issus des meilleurs laboratoires qui valident à la fois la faisabilité et la pertinence de nos innovations. On a 3 objectifs pour cette année. D'abord, rassembler 10 millions d'euros, créer ensuite nos 3 premières entreprises et puis surtout préparer l'internationalisation du mouvement. Et c'est ce qu'on va vous expliquer, vous raconter ce soir en détail. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Merci. Merci Colline, merci Arthur, qui sont également 2 cofondateurs de Time for the Planet. On a été rejoints en plateau par 3 invités ce soir. 3 invités qui sont tous les 3 dirigeants d'entreprise et qui soutiennent Time for the Planet. Bonsoir à vous 3, merci d'être venus. Je voulais commencer par toi, Alexandre. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a motivé finalement et ce qui t'a interpellé dans le modèle de Time for the Planet ?
Alors, je crois qu'on enlève le masque, on a le droit. Exactement. Donc je suis Alexandre Rolla, je suis directeur général de Allnest, qui est en fait un family office, c'est le terme à la mode pour dire qu'on est des investisseurs et à la fois des entrepreneurs dans tout un tas de secteurs d'activité, en l'occurrence le sport et l'innovation pour notre cas. Donc ce qui m'a motivé dans Time for the Planet, quand Mehdi nous l'a présenté dès les premiers mois de création, c'était le côté très entreprenant, bien sûr, on rejoint notre caractéristique principale, et donc le fait qu'on utilise, en fait, comme l'a expliqué un petit peu Colline à l'instant, le capitalisme, que finalement personne, ou pas grand monde en tout cas, veut changer à grande échelle, pour se servir de cette force du capitalisme pour faire un peu hippon sur lui-même et donc avoir un impact sur le climat à grande échelle. Voilà. Donc c'est ça qui m'a séduit, on va dire, en grande caractéristique. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Ça marche. Merci à toi pour ce témoignage. Bonsoir Aurélie. Est-ce que tu peux également te présenter succinctement et nous dire finalement ce qui t'a, toi, embarqué dans ce mouvement un peu atypique? Oui, donc Aurélie Dantsikian, je suis direction générale de la Milexcel et par ailleurs aussi avocat. On est donc des avocats d'entreprise et quand on a vu les premiers posts sur Time for the Planet, du coup en tant qu'avocat, on n'a rien compris. Et du coup, c'est ça qui nous a beaucoup vraiment donné envie de découvrir parce que le modèle est totalement atypique. Il est atypique à 2 niveaux puisqu'il a une vraie ambition mondiale et c'est ça, ça nous a particulièrement plu et j'y reviendrai. Mais le deuxième, c'est que en fait, c'est une entreprise à but non lucratif. Alors nous, ça n'existe pas en fait. Une entreprise, soit c'est à titre lucratif, soit c'est une association d'intérêt général ou d'utilité publique. Mais voilà, le modèle entre les deux n'existait pas. Et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant de sortir complètement des sentiers battus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et sur l'ambition qui est mondiale, ça nous a beaucoup parlé. Je me sens citoyenne du monde. J'ai la chance de beaucoup voyager, notamment dans mon métier. Et quand j'entends cambio climatico, global warming, vraiment de partout, on a ce sujet du réchauffement climatique. Et quand on entend qu'il y a une ambition mondiale d'essayer d'influer un peu là-dessus, on a envie d'y participer. Merci pour ce témoignage. Alors juste pour réagir aussi à l'aspect avocat et voir cette forme juridique qui sort un peu de nulle part, effectivement c'est vrai que des fois on est obligé de contourner un petit peu les règles et d'ailleurs la façon dont on a dû gérer ce sujet-là, parce qu'effectivement en droit français une société doit nécessairement être à but lucratif dans le sens où elle doit pas interdire complètement la répartition des dividendes. Par contre elle peut on a le droit de suspendre la répartition des dividendes à la survenance d'un événement. Et donc le parti pris qu'on a eu, c'est de dire, ok, alors Time for the Planet répartira du dividende lorsque la température à la surface du monde sera revenue à ce qu'elle était avant 1850, donc on va dire à l'ère pré-industrielle. Donc bien sûr, ça n'a aucune chance d'arriver de notre vivant, mais ça permet en fait au moins de garder exactement l'objectif qu'on avait tout en essayant de coller à peu près à ce que le droit permet. Et puis après, on peut toujours rêver que le droit évolue, bien sûr, dans les années qui viennent, et je pense que ce sera le cas parce que le changement climatique nous met face à quelque chose qui nous dépasse tous et qui nécessite qu'on adapte tous les éléments de la société. Mais au final, vous y êtes arrivé, une distribution de dividendes conditionnelle, donc ça marche. Exactement. Bonsoir Laurent. Est-ce que tu peux également te présenter succinctement? Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu me dises finalement comment toi tu as connu Time for the Planet et quel regard tu as effectivement sur ce modèle, cet outil de Time for the Planet. Donc Laurent de la Clergerie, président du groupe LDLC spécialisé dans la vente informatique sur Internet. En fait, moi j'ai connu Time for the Planet en faisant un post sur LinkedIn sur lequel j'expliquais que j'avais envie de faire bouger les choses. Et j'ai fait un post en disant, voilà, j'ai pas les solutions, mais je suis prêt à faire bouger et à bouger avec. Et là, j'ai les gluons qui sont venus me rattraper et qui ont été les premiers à répondre à ce post en me disant, mais est-ce que tu connais Time for the Planet? Et non, je n'avais pas entendu parler de Time for the Planet. Et ça m'a interpellé et je suis allé directement sur le site et j'ai passé une soirée à essayer de comprendre un petit peu le modèle. Et en finissant la lecture du site, j'ai investi à titre personnel. Et un petit peu plus tard, je suis revenu, j'ai pris contact avec Mehdi pour en savoir plus après, parce que j'avais dans l'idée d'investir pour l'entreprise.
Et donc, je suis revenu de façon plus forte avec l'entreprise pour investir. La raison qui m'a poussé à tout ça derrière, c'était un petit peu l'idée de ce poste, c'est de dire, ok, ça y est, on grandit, on voit les choses. Le monde d'après, effectivement, on en entend parler, mais il ne se passe pas grand-chose. Et j'ai envie que ça bouge. Et ce qui m'a convaincu dans Time for the Planet, c'est que c'est pris en main par des entrepreneurs. J'ai la conviction que les politiques ne bougeront jamais assez, les grosses entreprises ne bougeront jamais assez vite. Et justement, on pourrait se dire 1 milliard en même temps, quand on entend les milliards qui vont être investis dans l'hydrogène, dans plein d'autres choses, c'est rien. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec? Mais en fait, non, c'est plein de petites startups. Et l'agilité des petites startups, je pense que c'est beaucoup plus fort que toutes ces grosses entreprises qui, effectivement, vont faire des choses avec ce qu'on leur donne, mais n'auront pas la même agilité, la même rapidité pour faire bouger les choses. Et aujourd'hui, on a besoin d'être rapide. Et c'est ça qui m'a plu dans le projet. Ça marche. Merci à vous pour ces premiers témoignages. On a un dernier témoignage de la part d'une personne qui s'appelle Olivier, qui n'a pu être présent ce soir sur le plateau, mais pour lequel on a pu tourner une petite vidéo. C'est une personne qui nous suit depuis le tout début, depuis la première soirée de lancement de Time for the Planet. Je voudrais qu'on l'écoute. C'est parti pour lui. J'ai vraiment un souvenir précis, je crois que c'était le 4 ou le 5 décembre. Il y avait les grèves. Et il y avait 250 personnes, ou même plus, 300. Et il y avait des profils complètement différents, des jeunes, des moins jeunes, des entrepreneurs, pas des entrepreneurs. Et je demandais à tout le monde, mais pourquoi t'es venu en fait? Et c'était marrant parce que finalement, c'est là où j'ai vraiment compris que Time for the Planet avait un truc de différent. C'est que tout le monde était venu pour se mettre en action. Et c'était assez magique de voir que ces gens-là, en fait, avaient tous une énergie qui demandait juste à être exploitée, quoi. Et je trouve tout simplement que Time for the Planet, avec son mode d'organisation, avec son côté très respectueux de la communauté et de l'ensemble des gens, mais tourné vers l'action, pas de blabla, on y va, je trouve que c'est des valeurs qui finalement ne sont pas si fréquentes dans la société, en fait. Enfin, si tu es déprimé, il faut que tu ailles sur Discord, Time for the Planet, et tu te prends une petite dose d'action et d'optimisme, parce que c'est assez rare de te retrouver dans des endroits où tout le monde a envie de faire un truc, quoi, tout simplement. Merci à Olivier pour son témoignage et un petit coucou à lui qui n'a pas pu être présent physiquement ce soir. Je crois qu'on a une première question d'une téléspectatrice qui nous suit. Je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est parti. Oui, bonjour, Marie-Christine Durand. Je me permets une petite question tout de même. Je me disais, l'open source, lever 1 milliard d'euros, est-ce que ce ne serait pas un tout petit peu utopique comme projet tout de même? Non, c'est pour savoir, dites-moi. Je pose la question. Aurélie, sur cette question de l'ambition, de l'utopie, qu'est-ce que tu souhaiterais 1 milliard, c'est un peu ce que disait Laurent. Hein. Finalement, il y a un an et demi, ça pouvait nous paraître énorme. Aujourd'hui, quand on voit les sommes qui sont investies sur beaucoup de projets, donc ça paraît un peu moins. Et puis, c'est ce qui lui donne son caractère totalement ambitieux, en fait, ce milliard à aller trouver, et qui donne aussi une vraie substance à ce que vous voulez faire, en fait, à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de passer d'une réflexion à de l'action. Et pour ça, il faut des financements. Et puis finalement, au niveau du monde, on a envie de se dire que si l'ambition est vraiment mondiale, ce qu'elle est, on devrait y arriver, je pense. Alexandre, tu souhaitais réagir par rapport à ça? Non, mais juste peut-être pour compléter, c'est vrai qu'en plus des fonds qui sont levés, et encore pour revenir sur cette thématique entrepreneuriat, ça va générer de la vitesse et de l'inertie, et enfin plutôt non, de l'accélération, et donc ça va permettre de générer aussi des fonds par elles-mêmes, les entreprises qui vont être créées. Donc c'est que, je veux dire, c'est pas on met 1 milliard et il va y avoir que 1 milliard, il va y avoir 1 milliard, il va se passer plein de choses avec. Merci. Ouais, puis peut-être aussi pour compléter, on est un peu à la fois dans l'aspect fixer un cap que tout le monde puisse suivre en se disant si Time for the Planet réussit, c'est qu'on sera devenu très grand et très nombreux, parce que en fait avoir de l'impact sur le CO2, ça se fait pas juste comme ça avec 2-3 sous et puis 2-3 personnes. Il faut que ce soit quelque chose d'énorme. Par contre, ça n'empêche pas de démarrer tout de suite. C'est pour ça que les premières boîtes, on va les créer dès cet été avec les fonds qu'on a levés là. C'est très très largement suffisant pour commencer à faire la preuve de concept. Et cette preuve de concept,
le fait de démontrer qu'on est capable d'avoir un retour en CO2, ça nous permettra d'aller chercher des sommes qui peuvent être astronomiques. Il y aura aucun souci en fait pour aller au bout de ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue à être dans une exécution qui marche, qui embarque du monde et qui donne envie. Merci pour ce complément d'information, Mehdi. Ce qui nous intéresse aussi, finalement, c'est vous, quand vous parlez de Time for the Planet à votre entourage, est-ce que vous avez des objections et si oui, quelles sont-elles et comment vous arrivez à y répondre? Laurent? Alors des objections, c'est surprenant, mais j'en ai pas trop eu. J'avais peur en annonçant d'ailleurs, on a fait un énorme don, on a fait 200 000 € de dons avec la boîte, et j'avais peur en l'annonçant en interne qu'on me prenne un peu pour un fou et qu'on me dise l'argent tu le jettes par les fenêtres. Non, au contraire, c'est pas le but. Et même quand on a annoncé ça en interne, ça a été repris même par des syndicats qui l'ont posté sur les Facebook et autres, en disant on est fiers dans l'entreprise, elle investit pour la planète. On sent qu'il y a vraiment un mouvement de fond. Je sais que d'autres vont dire qu'eux, ils ont eu des remontées, côté avocat ou autre, mais je ne sais pas si c'est la confiance ou l'ambiance qu'il y a dans l'entreprise, mais en tout cas, nous, il n'y a pas eu de crainte. J'ai pas eu de crainte dans le sens. Et inversement, il y a plein de gens qui sont venus me dire j'ai investi, c'est génial ce truc, j'y vais. Mais vraiment sans question. Et je pense que l'effort qu'on a fait avec ce don et ce don conséquent a mis un sentiment de confiance dans les gens qui se disent bon, il n'est pas bête, s'il y allait, c'est quelque chose à faire. Et il y a quelque chose à faire. Donc, mais voilà, il n'y a pas eu de mon côté d'objection, même si effectivement, si on creuse dans sa tête, on s'en pose plein des questions. Et le premier soir, j'en ai eu. Ça marche. Aurélie, tu en avais quelques-unes? Oui, alors nous c'est vrai qu'en tant qu'avocat, il y a eu un peu au début sur quel est le tiroir de la commode dans laquelle on range Time for the Planet, parce que voilà, c'est une entreprise, on parle de business model, on parle de projets, on parle d'open source, on parle de plein de choses qui est dans des modèles économiques en fait, et en même temps, on parle pas de TRI mais de TRP. Je suppose qu'on en reparlera ce soir, et du coup, il y a eu des objections d'incompréhension. Une fois que ces incompréhensions ont été levées, il y a eu des objections sur l'utopie. Mais parce que je pense qu'on est un sujet qui est tellement complexe que du coup tout le monde met l'utopie derrière ce projet. Et en fait, finalement, Time y répond par le fait de rentrer dans l'action. Et je pense que c'est justement sur la troisième objection qui était de dire par rapport à l'ambition qui est lever 1 milliard, mais en fait on ne va pas attendre 1 milliard pour justement y aller, qui contribue justement à l'utopie. Et Mehdi, tu l'as justement rappelé, c'est qu'il y a un moment, les projets, il faut y aller. Et je pense que c'est effectivement ça qui démontre que l'utopie et que la nécessité d'y aller parce qu'on n'a pas le temps et on n'a pas le choix, il y a des réponses qui sont concrètement données en ce moment par Time for the Planet. Ça marche. Merci. Alexandre, toi, est-ce que de ton côté, tu en avais Oui, alors bien sûr, moi, avec Mehdi notamment, on a essayé d'aller chercher un petit peu des profils un petit peu comme le mien et d'aller convaincre d'autres family office d'investir. Donc, on a eu des questions assez financières et assez techniques. Mais sur l'open source, notamment, on a eu pas mal de challenges là-dessus. Et en fait, ce qu'on répond, c'est que c'est pas un vrai débat, en fait, l'open source que veut implanter Time for the Planet, parce que souvent, on l'oppose à une non-rentabilité économique. Mais en fait, non, c'est soit le projet Time for the Planet, qui a une innovation qui est validée par un comité scientifique de renom, marche avec l'entrepreneur qu'ils ont décidé d'implémenter, ou alors elle est reprise, parce que c'est une très bonne idée, au niveau mondial par d'autres entrepreneurs qui sont peut-être encore meilleurs et qui vont de toute façon permettre d'atteindre notre but qui est l'économie de CO2. Donc en fait, il n'y a pas de débat au niveau du modèle open source. Bon, voilà, après, il y a eu plein d'autres thématiques, mais petite anecdote, c'était marrant, parce qu'en entreprise familiale, je l'ai dit, il a fallu que j'explique à mon père qu'on allait investir dans Time for the Planet, et donc forcément c'est un modèle un peu particulier, donc il y avait pas mal de questions. Mais bon, ce qui prouve bien que tout le monde est là pour un même but, c'est que quand on réfléchit un petit peu, 2 secondes au modèle, en fait ça semble assez évident qu'il faut faire comme ça. Voilà. Ça marche. Merci à vous. Je crois qu'on a une nouvelle question de notre chère téléspectatrice. On l'écoute. Du coup, les entreprises qui investissent pour Time, c'est un peu de greenwashing, non? Pourquoi ils investissent dans Time for the Planet, sinon?
Laurent, est-ce que tu veux prendre la main sur pour quelles raisons une entreprise investit dans Time for the Planet? Alors, il y en a peut-être qui le feront pour du greenwashing. Non, moi, en fait, c'était à titre perso, j'étais limité. Et c'était de dire, puisque moi, je ne peux pas aller plus loin à titre perso, je vais investir au nom de l'entreprise, elle gagne de l'argent. Et si elle remet une petite part dans Time for the Planet, ce qui n'est pas énorme pour l'entreprise, ça aide à aller beaucoup plus vite. Bien sûr, atteindre 1 milliard, ce ne sera pas simple à coût de 1 euro. Il faudrait qu'1 milliard de personnes, donc 15% de la population y aille. Mais si les entreprises rentrent dans la boucle et investissent une part de leurs bénéfices dedans, ça ira beaucoup plus vite. Et je voulais montrer l'exemple en disant regardez, on l'a fait, suivez ce mouvement-là, et c'est pas une question d'image, il faut qu'il y ait un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y en a 2000 aujourd'hui, j'ai entendu. Il en faut encore plus. Donc voilà, c'était dans ce but-là. Ça marche. Aurélie également, ton entreprise a investi dans Time for the Planet. Oui, alors on a la chance d'avoir un groupe qui s'appelle le groupe Solidaire avec 17 personnes très investies sur tous les projets en fait qui peuvent permettre de vivre autrement, vivre différemment, mieux coopérer dans sa communauté, que ce soit au niveau solidaire, mais aussi environnemental. Et ils ont eu à cœur de participer, de nous inciter à participer à Time for the Planet, et on les remercie vraiment pour ça. C'est donner du sens, en fait, quand même. On est tous, avant tout, on est des entreprises, mais on est aussi des acteurs de nos civilisations, de nos pays, de nos communautés. Et en tant qu'acteur économique, en fait, on doit y participer. Et je pense que ça tient aujourd'hui à cœur à chaque citoyen de participer. Et si l'entreprise peut aussi y participer, moi, je pense qu'il faut y aller. Peut-être, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais juste dire que c'est un peu comme vous l'avez expliqué dans le texte au début. Time for the Planet, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas culpabilisant. Donc même si vous venez faire du greenwashing, venez comme vous êtes, comme dans les restaurants américains qu'on connaît bien. Voilà. Exactement, donc il n'y a pas de frein. Pour compléter là, sur l'aspect greenwashing, c'est évidemment quelque chose qu'on a pensé dès le départ. Et donc en fait, il y a 2 gros points là-dessus. Le premier, c'est que Time for the Planet ne communique pas sur les entreprises qui investissent chez nous. On a une page LinkedIn qui est extrêmement suivie, donc on aurait la capacité à faire une pub vraiment énorme pour les entreprises qui investissent chez nous, mais on ne le fait pas, et c'est expliqué dans tous nos documents de com. Mais ce qu'on a découvert et qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, personne ne nous le demande. On a dit des milliers d'entreprises actionnaires. Jamais une entreprise ne nous a demandé de communiquer. Même celles qui ont investi des centaines de milliers d'euros ne nous ont jamais demandé de communiquer sur ça. Je pense qu'il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer. Et une des raisons, c'est qu'il y a quand même un changement là qui s'est fait de mentalité qui fait qu'en fait, ça ne fonctionne plus, le greenwashing. Plus personne n'a envie de ça. Et peut-être un dernier point, c'est que le greenwashing, c'est aussi, à un moment donné, faire des dépenses ou en tout cas, mettre en place des actions qui sont censées être vertes, mais qui en fait n'ont pas d'impact. Ça fait partie, ça, du greenwashing. Le fait d'investir dans Time for the Planet, nous, s'il y a un truc qu'on peut garantir, c'est qu'on se lève le matin et on se couche le soir, Time for the Planet, et on le fait pour une raison, c'est investir dans des boîtes qui peuvent changer la donne sur le changement climatique. Et ça, c'est la garantie absolue qu'on peut donner que non, aucun euro qui a été mis dans Time for the Planet ne sera jamais du greenwashing. Merci à tous pour vos témoignages et pour votre regard de dirigeants d'entreprise sur le modèle de Time for the Planet. On va passer à la deuxième partie de l'émission et je vous propose une petite pause vidéo avant de nous rejoindre pour la deuxième partie sur la communauté. À tout de suite. Vous avez prévu quoi en 2050 ? Parce que je sais pas si vous savez, mais il paraît qu'on va tous mourir. Pas trop chaud ? Allez, on change le plan. Aujourd'hui, 2 stratégies s'opposent, mais semblent se rejoindre dans leur inefficacité. D'un côté, ceux qui veulent que rien ne change, business as usual. De l'autre, ceux qui disent que le grand châtiment est arrivé et que la fin du monde est proche. Et nous, au milieu, comme des... Et si on prenait le problème à l'envers ? Avez-vous jamais imaginé qu'avec des boîtes, on pouvait éviter la cata climatique ? Des boîtes, oui. Ah non, pas celle-là, non. Mais celle-là, celle qui façonne le monde dans lequel nous vivons. Si c'est l'argent qui décide de tout, alors jouons sur le terrain économique, mais avec nos propres règles. Puisqu'on n'a plus le temps, prenons le système économique à son propre jeu.
C'est l'ambition de Time for the Planet. Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pensées de A à Z pour lutter contre le réchauffement climatique. Sa recette ? Détecter des innovations scientifiques qui permettent de régler le problème des gaz à effet de serre. Par exemple, construire avec de nouvelles méthodes. Les ciments actuels sont responsables de 5% des émissions de CO2. Remplacer les data centers par des technologies 1000 fois moins consommatrices en énergie. Et même capter le carbone à la sortie des cheminées d'usines. Les transformer en entreprises grâce à des entrepreneurs à succès. Et injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour que ces boîtes deviennent très vite mondiales, parce qu'on n'a plus le temps. Mais le problème, c'est que même avec beaucoup d'argent, on peut toujours se planter. C'est pour ça qu'il y a un ingrédient magique, l'open source. Time for the Planet va mettre toutes ces découvertes gratuitement à disposition du monde entier, pour que des milliers d'autres entreprises se créent en les copiant. Time for the Planet est déjà dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens. Qu'est-ce qu'il manque alors ? Eh bien, juste toi. Nous sommes déjà des milliers, soyons des millions. Sur le site Time for the Planet, devient copropriétaire d'un projet hors norme. Puisque personne ne viendra nous sauver, on va se sauver nous-mêmes. Et pour cela, on va avoir besoin de force, de ta force. La plus grande aventure de l'histoire de l'humanité t'attend. Alors, partage cette vidéo. Merci. Deuxième partie de l'émission consacrée à la communauté, la fameuse galaxie de l'action de Time for the Planet. Qui la compose ? Qu'est-ce que les acteurs de cette communauté font au quotidien ? Comment elle est organisée ? Bonsoir Nicolas. Salut Laurent. Tu es l'un des cofondateurs de Time for the Planet. Peux-tu nous expliquer le fonctionnement de la communauté de Time for the Planet ? Bien sûr Laurent, je m'en occupe. Déjà, tout d'abord, il faut savoir qu'à la base, on ne savait pas du tout qu'on aurait une communauté. On ne s'était pas imaginé cette organisation. L'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça, c'est tu pars bien en tête dans une direction, et puis au fur et à mesure du parcours, il se passe des choses et tu te réadaptes. Une des raisons pour lesquelles on s'est réadapté sur ce sujet, c'est que quand on a fait notre première conférence publique, donc en décembre 2019, on s'est retrouvé avec des gens à la fin de la conférence qui sont venus nous voir en disant « Comment est-ce que je peux vous aider ?» Alors nous, on était super surpris, touchés, flattés qu'il y ait des gens qui veulent nous aider. Donc on leur a dit, vas-y, viens, et puis on verra bien. Et puis au bout d'un moment, ces personnes-là, elles ne se sentaient pas très bien parce qu'il n'y avait rien à faire. Et ce qu'on s'est aperçu, sans s'en rendre compte à la base, c'est qu'on était en train de glisser dans un piège. C'est celui de faire venir des gens même s'il n'y a rien à faire. De profiter d'une sorte d'effet d'aubaine, de dire, ok, viens, au cas où un jour j'ai besoin de toi, je suis content de t'avoir sous la main. Sauf que cette organisation-là, qui consiste à dire à des gens « viens aider », mais ces gens ne savent pas quoi faire, eh ben, ça crée un petit peu de maltraitance indirectement. Parce que ces personnes-là, elles veulent aider et il n'y a rien à faire. Donc on a changé et ensuite on a expliqué aux gens « écoute, on est désolé, tu veux nous aider, on comprend, c'est super chouette, mais il n'y a rien à faire, à part un petit peu de traduction, de relecture ou de graphisme. Si tu n'es pas concerné, ça ne sert à rien que tu viennes, tu vas t'embêter. » Puis du coup, il y avait aussi beaucoup de frustration de ne pas pouvoir faire partie de ce projet collectif. Donc ça a duré 8 mois à peu près, cette réflexion. Et au bout de 8 mois, on s'est dit, bon, attends, il y a peut-être moyen quand même d'inverser une tendance qui est celle de faire venir des gens même s'il n'y a rien à faire. Il faut qu'on trouve un moyen d'accepter tout le monde et que tout le monde se sente bien, que tout le monde puisse trouver sa place dans un groupe qui construit un projet collectif. Et ça, c'est la galaxie de l'action. La galaxie de l'action, c'est le surnom de notre communauté. C'est une communauté qu'on veut joyeuse et active. En fait, elle va reposer sur 3 éléments. 2 éléments qui sont des regroupements de personnes et un élément qui a un rôle clé chez nous. Les 2 premiers, c'est là qu'on va retrouver la joie et l'action. Le premier élément, ça s'appelle des planètes. Des planètes, en fait, il faut vous imaginer plein de mini-communautés dans la grande communauté Time for the Planet. En fait, ces communautés, ce sont des viviers de personnes, des viviers de ressources et de compétences lorsqu'on a besoin de quelqu'un. Il y a des planètes photographes, des planètes vidéastes, des planètes graphistes, des planètes juristes. Il peut y avoir aussi des planètes dites appartenance géographique. On a la Bretagne, Toulouse, les Hauts-de-France, Singapour, le Québec. Et puis il y a des planètes dites appartenance à une organisation existante, des associations, des ONG, des entreprises ou des écoles qui viennent nous aider. Donc ces
3 types de planètes-là, en fait, c'est vraiment un endroit où il y a des personnes qui se regroupent, qui ont ce sentiment de faire partie de Time for the Planet, en tout cas de vouloir aider. Et puis, le jour où on a besoin d'elles, eh ben, on va aller chercher ces personnes. Là où on va avoir besoin d'elles, c'est dans ce qu'on appelle les comètes. Des comètes, c'est des petites équipes de personnes, 3, 4, 5, peut-être 20 au maximum à chaque fois, qui se mobilisent en vue de mettre en place une action qui répond à un besoin. De façon très concrète, par exemple, il y a eu un Tour de France en vélo mobile, vous l'avez vu dans le teaser, et il y a d'autres personnes qui se sont organisées du coup, pour organiser les conférences dans les différentes villes où ils partaient. Toutes ces personnes-là constituaient une comète. Il y a des comètes qui ont traduit le site dans différentes langues, il y a des comètes qui nous relisent des énormes dossiers, et ils y passent beaucoup de temps, qui les corrigent, qui les embellissent. Et donc ça, ces comètes-là, parfois, elles vont avoir besoin d'une personne en plus. Par exemple, je ne sais pas, moi, une comète qui veut organiser une conférence à Lyon, elle se dit à un moment, bah tiens, ça serait super bien si on pouvait recruter un photographe. Et là, c'est là qu'intervient le rôle clé, qu'on appelle chez nous le gluon. C'est une sorte de facilitateur. C'est une personne qui est formée pour accueillir, prendre soin des gens et aller chercher des compétences quand il y a besoin de ces personnes et de ces compétences. Donc typiquement, dans une comète, à partir du moment où on valide le fait qu'on a besoin d'un photographe, le gluon de la comète va aller discuter avec les gluons des différentes planètes, notamment des planètes photographes, vous imaginez bien, et ensuite, jusqu'à ce qu'elle trouve la bonne personne. Et à partir de là, elle la trouve, et elle le ramène dans l'équipe, elle la ramène dans la comète, et la comète peut continuer son action. Tout ça, il y a aujourd'hui 3700 personnes qui ont été accueillies et formées, et c'est l'objet du coup du second plateau que vous allez voir là. Laurent, je te rends la main. Merci Nicolas pour ces explications qui étaient extrêmement claires. On a la chance d'avoir effectivement 4 témoins aujourd'hui de cette communauté qui sont à la fois des planètes leaders, des gluons, des quarks au sein de ces fameuses planètes et comètes. Merci à vous 4 d'être venus ce soir témoigner sur vos expériences au sein de la communauté. Julia, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu as connu Time for the Planet finalement au départ, et puis après quel est ton rôle au sein de la communauté et ce que tu fais également au quotidien dans la communauté? Alors moi j'ai connu Time for the Planet sur les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo donc d'Arthur. Et suite à ça, je me suis dit, l'idée, elle est vraiment géniale, je deviens actionnaire. Donc j'ai acheté des actions dans la journée, c'était sur ma pause de midi, j'étais au travail. Et puis je me suis posé plein de questions. Comment ça va se passer? Quelles vont être mes obligations en tant qu'associé? Je suis venue poser toutes ces questions sur le site web. Et quelques heures plus tard, je recevais un coup de téléphone donc, de Mehdi et de Nicolas, donc deux des keepers. On a discuté de tout ça et ça m'a conforté dans mon idée que c'était vraiment la bonne décision de devenir actionnaire. Et quelques heures plus tard, je rejoignais le groupe de travail donc, qui, à l'époque, n'était pas sur Discord. Et voilà, en une journée, tout s'est déroulé et voilà. Quel est ton rôle aujourd'hui au sein de la communauté? Alors aujourd'hui, je fais plusieurs choses. J'ai pris, en premier avec Elsa, du coup, qui est ici aussi, le rôle de répondre aux questions que les gens nous posent sur le site web. Je suis aussi Planet Leader des gluons, donc voilà, j'anime des formations, donc, notamment pour les gluons, aussi pour la présentation de la galaxie. Je suis aussi ambassadrice donc, pour Time for the Planet, et je passe des appels aux associés, donc encore une fois avec Elsa. C'est à peu près tout, entre autres. Je vais peut-être préciser le terme de keeper que tu as utilisé, qu'on n'a encore pas défini. Vous l'avez vu apparaître en plus sur les petits étiquetages qu'il y a à la télé. Et donc en fait, keeper, qui vient de garder en anglais, qui veut dire garder, on a utilisé ça en fait pour désigner les actuels cofondateurs, mais on est certes cofondateurs, mais peut-être que plus tard il y aura besoin d'autres personnes en plus pour venir tenir le même rôle que celui qu'on joue. Et en fait, on s'est dit que du coup, il fallait trouver un autre terme. Et on a choisi keeper parce qu'en fait, notre principal rôle, c'est de garder le cap, les valeurs, etc. Et donc après, on en parlera dans la gouvernance. On a des pouvoirs importants qui nous sont donnés sur les décisions. Et ces pouvoirs ne sont justifiés que par une chose, c'est qu'on a posé un cap qui est de dire on va lutter contre les gaz à effet de serre, on sera sur une société à but non lucratif, on va monter des boîtes en open source, bref, ce qui fait les fondements de Time. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce terme-là. Donc keeper, ça désigne donc les cofondateurs actuels. Merci Julia pour ce premier témoignage. François, bonsoir.
Est-ce que tu peux nous dire effectivement, toi, comment aussi tu as connu Time for the Planet? Je crois que c'est un petit peu particulier pour ton cas, et puis ton rôle au sein de la communauté. Alors moi, c'est plus par affinité parce que je connais plusieurs des cofondateurs, des keepers. Donc je suis venu un peu par le bouche à oreille, un bouche à oreille particulier, mais finalement, ce bouche à oreille, il fonctionne avec beaucoup de membres de la communauté. Et j'ai rejoint un peu le train en route et quand il y a eu besoin d'organiser, structurer la traduction du site dans plusieurs langues, en fait, voilà, je me suis investi là-dedans et donc je suis Planet Leader de la planète de traduction. Ton quotidien, si tu peux le détailler au sein de la communauté, c'est quoi? C'est des interactions? Qu'est-ce que tu fais? Comment? Alors en fait, il y a un peu deux grands champs. En fait, le premier, c'est structurer, organiser, donc communiquer avec toutes les personnes de la planète et notamment toutes les comètes qui sont en cours et qui traduisent le site chaque jour. Donc il faut être assez réactif parce qu'il y a pas mal de questions, il y a pas mal d'interrogations, soit des choses qu'on m'a déjà posées par le passé, soit des choses qui sont nouvelles. Donc il faut que je me renseigne auprès des keepers pour savoir quelles sont les réponses aussi à donner parce que j'ai pas toujours toutes les réponses. Mais il y a aussi beaucoup de liens avec les autres planètes, les autres comètes, parce qu'on a besoin d'aller chercher des ressources ailleurs, chez les correcteurs, parfois chez les keepers aussi. Voilà, et puis aussi sur des questions scientifiques, voilà, parce que les termes en fait utilisés par Time sur le site internet sont très précis et forcément dans les autres langues on n'a pas toujours du mot à mot et donc il faut connaître l'essence même du mot, que veut-il dire, pourquoi il est utilisé comme ça, et ça on le cherche forcément à l'extérieur de notre planète à nous, des traducteurs, donc voilà, c'est un peu tout ça. Merci à toi. Bonsoir Elsa. Tu as fait partie également des premières personnes qui ont rejoint la communauté. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement comment tu as connu un peu Time for the Planet pour ta part et puis finalement comment aujourd'hui tu interagis dans cette communauté? Ouais, alors moi j'ai connu Time comme Julia sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Une amie à moi avait partagé la première vidéo d'Arthur qui expliquait bien le projet. Et ce qui m'a intéressée, c'était que c'était pas une vidéo de sensibilisation comme on pouvait voir, c'était une solution qu'on nous apportait et à laquelle on nous proposait de participer, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai voulu faire partie. Du coup, j'ai acheté quelques actions. Et après, assez vite, Time cherchait à organiser des conférences un peu partout en France. Et du coup, j'ai envoyé un message pour aider à organiser celle sur Toulouse. Et puis, elle ne s'est pas faite à cause de la situation sanitaire. Mais je suis restée sur les groupes et après sur le Discord. Donc, et puis voilà. Et maintenant, sur le Discord, je suis Gluon de la planète Toulouse. Et rôle Planet Leader et rôle mémoire donc du Care Center qui appelle les nouveaux associés. Et puis voilà, j'y passe pas mal de temps, je forme et j'explique comment ça se passe à ceux qui veulent participer. J'essaye de motiver tout le monde et qu'on ait une certaine continuité dans les appels, donc c'est sympa. Tu peux nous préciser effectivement le rôle du Care Center dans ce quotidien? C'est quoi son objectif et sa mission? Ouais, alors le Care Center, c'est fait pour appeler donc les nouveaux associés, échanger avec eux sur Time, répondre aux certaines petites questions qu'ils auraient peut-être juste après leur achat ou les dernières interrogations qu'ils auraient. Et c'est assez sympa. On essaye vraiment de créer un lien, en fait, comme le fait Time tout le temps au quotidien. Mais là, c'est assez direct. Et le fait que ce soit d'actionnaire à actionnaire, on a l'impression que ça conforte dans l'idée de cette communauté, quoi. Pour la petite histoire, j'ai su que ma maman était devenue actionnaire parce qu'elle m'a dit « Il y a quelqu'un de Time for the Planet qui m'a appelé c'est grâce au Care Center. » Donc, non, mais le Care Center, c'est un des trucs les plus incroyables parce qu'en fait, il y a vraiment des centaines de personnes qui deviennent actionnaires chaque jour. Hein. Ça peut être plus de 100 par jour. Donc, ça fait vraiment du volume et ça tient et ça marche. Et ça crée vraiment un sentiment de proximité qui est très fort, quoi. Et maintenant, je crois que c'est multilingue aussi, d'ailleurs. Exactement. On tenait également à donner la parole à un quark, donc une personne de la communauté, qui par une action assez particulière illustre parfaitement que tout à chacun peut finalement apporter sa pierre à l'édifice au sein de la communauté Time for the Planet. Je voudrais qu'on écoute Bruno, qu'on a pu effectivement rencontrer pour nous partager son témoignage. Un matin, je me réveille et je me dis, mais tiens, mais pourquoi
est-ce que Time ne pourrait pas être aussi dans la rue? On est sur le digital, on est partout sur les écrans, et puis en plus, bon, moi qui travaille dans le digital, ça me parle, mais je me dis, mais il y a aussi d'autres médias, d'autres canaux. Il se trouve que j'ai un contact chez JC2Co, donc je me dis, mais tiens, je vais tenter d'exploiter le filon et de voir jusqu'où je peux remonter, et si je peux, pourquoi pas, nous faire offrir une campagne. Donc j'en parle à Arthur, je me souviens du message que je lui envoie, et là Arthur me dit, oh là là, mais mec, si tu nous fais ça, ça va être canon, franchement, il faut absolument que tu tentes le coup, vas-y, gros challenge, mais vas-y, je suis partant, quoi. Donc je me lance, et de fil en aiguille, j'arrive à accéder à la directrice de la communication du groupe, et je lui présente le projet, et là, incroyable, elle me dit, écoutez Bruno, le projet me plaît, alors ok. Donc je donne la bonne nouvelle à Arthur, qui me dit, mais c'est canon, c'est génial, et donc voilà d'où est parti effectivement toutes les campagnes de communication avec, dans la rue, et donc voilà pourquoi maintenant on est affiché un peu dans la rue, un peu partout, en France, et puis aussi en Europe. C'est une excellente illustration du modèle en fait de décentralisation, de se dire des gens comme moi ou comme d'autres peuvent se dire un matin, j'ai envie de faire ça. Pour moi, c'est vraiment un très bel exemple de ce que peut faire le collectif, et c'est ce qui fait clairement aujourd'hui la réussite de Time. Merci à Bruno, en tout cas pour son témoignage, et également les actions qu'il entreprend au quotidien, qui mettent un peu plus en lumière effectivement ce mouvement citoyen qui est Time for the Planet. Je crois que François, tu voulais réagir à ce témoignage. Oui, comme l'a dit Bruno, c'est un parfait exemple du côté horizontal de la communauté de Time, et du fait que chacun peut prendre une initiative et la mener à bien. Et je voulais réagir parce que quand Bruno a eu cette idée, en fait, il a tout de suite demandé à la planète traduction s'il était possible de traduire les messages dans les langues concernées. Et c'est assez chouette parce que tout de suite, il y a des gens qui se sont mobilisés, et pas forcément les gens qui étaient mobilisés à la base. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas de comète Hollande pour l'instant. Bon, elle manque, hein, c'est un objectif. Mais par contre, on avait des gens sur la planète qui ont cette compétence, qui parlent le néerlandais, et ils ont pu se mobiliser et tout de suite répondre aux besoins que Bruno avait, et ainsi que tous les autres traducteurs qui étaient peut-être plus habitués à la traduction. Mais voilà, donc c'est un exemple de comment fonctionnent les actions en fait dans Time for the Planet, et le fait que la communauté peut se mobiliser de manière totalement horizontale. Oui, je pense que ça illustre aussi le fait que la communauté nous donne ce que les Américains appelleraient un unfair advantage, c'est-à-dire en fait un avantage un peu indu, voire excessif, en tout cas quelque chose en fait qu'un autre acteur classique par exemple un fonds d'investissement, etc., ne pourrait pas avoir. Et ça en fait c'est démultipliable à l'infini. C'est-à-dire par exemple, vous savez, quand le comité scientifique a sélectionné une innovation, derrière nous il faut qu'on teste le marché pour voir s'il y a des gens qui sont prêts à acheter cette innovation. Parce que si on crée une boîte et que personne n'achète l'innovation, on va avoir des problèmes. Et en fait, un truc qu'on peut faire qui est tout bête, c'est qu'on connaît les gluons. On peut appeler un gluon et lui dire, voilà, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui bosse dans une entreprise qui, par exemple, fait du refroidissement. Est-ce que tu peux me trouver ça? Et nous, derrière, on va pouvoir parler directement à des clients potentiels, leur dire, est-ce que cette innovation, si on est capable de la proposer maintenant, ça vous intéresse ou pas? Et donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais il faut se rendre compte de ce que c'est. Un affichage comme ça partout en Europe, ça représente plus d'1 million d'euros. Si on avait voulu acheter cette campagne, bien sûr, on n'aurait jamais pu le faire. Donc on peut tout inventer, et là je voudrais appeler en fait tous les quarks de la galaxie à se dire, vous n'avez aucune limite, vous pouvez parler au nom de Time for the Planet et vous pouvez inventer en fait des trucs nouveaux. On a besoin de cet avantage qui est lié tout simplement à un truc, c'est que personne ne la joue perso et qu'on est tous là pour atteindre un objectif qui nous concerne tous. Merci Mehdi pour ce complément. Émilie, bonsoir. On ne t'a pas encore entendu parler. Comment toi, tu as effectivement découvert Time for the Planet, et comment tu interagis dans la communauté? Alors, exactement comme Elsa et Julia, j'ai découvert la première vidéo diffusée sur Facebook au mois de décembre 2019. J'étais déjà à l'époque dans une réflexion de reconversion professionnelle, et c'était le projet de Time était 100% en phase avec mes propres objectifs, et je me suis dit mais voilà, c'est ça que j'ai en tête depuis des années, et en fait il y en a qui le font, donc la question se pose même pas, je fonce. Et là, grosse frustration. Il n'y avait que 150 places en décembre 2019 pour devenir actionnaire. Et donc, j'ai dû attendre parce que j'ai dû être la 151e ou quelque chose comme ça.
Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. J'ai dû attendre 2020 pour devenir actionnaire. Très vite, j'ai pu participer sous forme d'un petit coup de main pour la relecture de la première version du site internet. Et puis à l'automne 2020, j'ai intégré la Galaxie de l'Action. Je suis devenue gluon. Et depuis, je fais de plus en plus de choses pour Time au quotidien, notamment au sein de la planète des relecteurs correcteurs. Et là, on vous remercie parce que vous alimentez sérieusement très bon, notre activité. Voilà, donc on est à ce jour 265 membres sur la planète des relecteurs correcteurs. En tant que gluon, j'accueille les personnes qui arrivent sur la planète. Je ne suis pas seule, hein. On est 4 et bientôt 6 pour faire ce boulot de titan, parce que c'est long d'accueillir les gens si on veut le faire correctement. Et puis, en parallèle de l'accueil de toutes ces nouvelles personnes sur la planète des relecteurs correcteurs, je lance des comètes à vos côtés pour essayer de perfectionner un petit peu l'image de Time et d'avoir des documents et des présentations qui sont propres à tous les points de vue. Je participe à la comète qui va préparer les 24 heures de Time, qui sont prévues en septembre. J'ai également eu la chance de relire le livre de Time en avant-première. Donc voilà, plein de petites choses du quotidien qui donnent la pêche. Alors j'ai entendu sur le premier plateau un témoignage effectivement qui disait si vous avez un coup de mou, allez sur Discord. Et c'est tellement vrai. Ce côté énergisant de se retrouver face à des gens qui ont envie d'aller dans le même sens, qui ont les mêmes valeurs et qui sont toujours hyper dynamiques et motivés pour faire plein de choses. Et ça fait beaucoup de bien en fait d'être dans ce genre de communauté et de retrouver de l'énergie par ce biais-là. Merci pour ton témoignage, Émilie. Je crois qu'on a une nouvelle question de notre très chère téléspectatrice. On l'écoute. Oui, bonjour, c'est encore moi, Christine Dion. Je me disais, deuxième question, c'est bien gentil de dire que tout le monde peut parler au nom de Time for the Planet, mais je me disais, du coup, personne ne contrôle rien, personne ne fixe une stratégie dans cette communauté. Je veux dire, c'est peut-être un sacré bordel, non? Alors, Julia, par exemple, est-ce que c'est un sacré bordel, cette communauté? Alors, pas vraiment. Lorsque les gens arrivent, on a une petite présentation de la galaxie. Donc vraiment, on pose le cadre. On vient leur expliquer quels sont les besoins de Time et comment ils peuvent aider. Donc à partir de là, ils ont quand même vraiment les grands besoins. Ensuite, sur chaque planète, on a des personnes auprès de qui ils peuvent se référer si jamais ils ont besoin. Donc on a un représentant de Time par planète. Et ensuite, on fait aussi confiance aux gens. Et on se rend compte que c'est plutôt positif d'ailleurs. On n'a pas vraiment de mauvaises surprises. Tout le monde souhaite aller dans le même sens. Donc voilà, c'est plutôt organisé. Elsa, tu souhaitais réagir également sur l'organisation de la communauté? Non, c'est vrai que c'est assez organisé, puis on essaye vraiment de découper les tâches, de faire plutôt peut-être des petites missions qui à chaque fois sont menées à bien. Et puis on a une phrase très importante à Time pour préparer tout ça qui est « Quel est le besoin ?» C'est une question qu'on pose tout le temps pour être sûr de bien répondre et de bien faire ce qu'il faut, ce dont on a besoin. Et au final, ça nous aide pas mal à faire ça, puis c'est super encourageant, ça donne envie de travailler parce que moi ce qui me marque quand je fais des missions, quand j'aide, quand je participe, c'est à quel point on est remercié et c'est toujours très agréable parce que à chaque fois sur le Discord, il y a 3000 personnes et il y a beaucoup de personnes qui remercient dès qu'on dit on a fini ça, on a fini telle relecture, telle traduction, on sent qu'on a participé et que les gens le voient et c'est agréable, au final ça motive et du coup quand on s'inscrit ou quand on dit qu'on va faire quelque chose, on le fait jusqu'au bout et ça se passe plutôt très bien. Ça marche, super. Quand vous parlez tout à chacun de Time for the Planet dans votre entourage, quelles sont les réactions que vous rencontrez? Est-ce que vous avez effectivement des objections? Et si oui, lesquelles? Quels ont été effectivement les échanges que vous avez pu avoir et retours sur Time for the Planet? Alors moi de mon côté c'est plutôt des objections, oui. J'ai peu d'enthousiasme en tout cas à prime abord, souvent de la suspicion en fait, plus que des objections. On l'a cité, c'est
Qui c'est ces types? Est-ce qu'on est vraiment sûr que ça va aboutir à quelque chose? Oui, mais j'investis de l'argent, mais du coup, je gagne rien. En fait, sur chacune de ces questions, on peut apporter une réponse. Je pense qu'il y a eu déjà pas mal de réponses jusqu'à maintenant. Et en fait, je pense qu'on essaie de faire un peu comme Time fait, c'est-à-dire de la pédagogie, d'expliquer, réexpliquer d'une autre manière, montrer aussi. Le site est super bien fait, donc c'est aussi un bon appui pour ça. Et nous, au sein de la communauté, en fait, on a des aides, on a des outils pour ça. En fait, on a même des formations, si on veut pitcher Time pour expliquer voilà, le projet, d'où ça vient et quel est le but. Émilie, de ton côté, est-ce que tu en rencontres également? Alors, moi, j'ai rencontré peu d'objections autour de moi. Dans l'ensemble, les gens me répondent plutôt ah ben, tu dois être comme un poisson dans l'eau là-dedans parce que c'est tellement en phase avec tes valeurs. Le seul petit bémol, c'est potentiellement peut-être mes enfants et mon conjoint qui trouvent que je passe un peu trop de temps sur Discord. Mais quand on se sent bien dans un endroit, on a toujours envie d'y retourner, en fait. Est-ce qu'il faut qu'on mette en place des systèmes de désintoxication pour Discord? Alors, il se trouve qu'effectivement, il y a un petit groupe d'addicts à Discord qui s'est autonommé l'ADA, l'association des Discordoliques anonymes. Donc, merci Mehdi de me permettre de présenter ce groupe. Ils seront très fiers qu'on parle de ce soir, effectivement. Et non, mais en fait, ils acceptent assez bien leur addiction et ils font avec. Ça marche. C'est parfait dans ce cas. Merci à vous pour ces réactions. Je crois qu'on a encore une question de notre très chère téléspectatrice. On l'écoute. Oui, c'est encore moi. Je me disais, c'est bien, hein, à but non lucratif, mais du coup, comment on paye les gens si c'est à but non lucratif? Non, c'est une question. Alors, comment on paye les gens si c'est à but non lucratif, Elsa? Alors, à but non lucratif, ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas les gens, ça veut dire que les bénéfices ne sont pas reversés aux actionnaires. Et voilà, donc les gens sont payés. Après, Time a une certaine politique et c'est celle que ceux qui ont le plus de responsabilités ne seront pas payés plus de 4 fois le SMIC, il me semble que ça a été décidé. Donc voilà, mais tous ceux qui seront embauchés dans les entreprises recevront un salaire pour leur travail. Ça marche. Tu voulais préciser un point, Amélie? Ouais, pour compléter un peu la réponse, donc c'est exactement ça, effectivement, pour l'aspect répartition des dividendes auprès des actionnaires. Quand j'achète des actions, en échange, je ne gagnerai pas d'argent avec ça. Je gagnerai du retour en CO2, non émis ou capté. Mais par contre, Time for the Planet, pour se développer, va avoir besoin de recruter des salariés. Actuellement, il y a un salarié, Hugo, qui s'occupe de tous les aspects vidéo chez Time for the Planet. Les keepers ne sont pas payés. Nous, on sera payés sur acceptation de l'Assemblée Générale et on ne demandera pas à être rémunéré tant qu'on n'aura pas levé 10 millions d'euros. Donc tant que Time for the Planet n'aura pas rassemblé 10 millions d'euros, on ne demandera pas ça. Et effectivement, on a plafonné statutairement nos salaires. Et après, dernière chose, quand on va créer des entreprises, dans chaque entreprise, il y aura bien sûr des salariés. Et le but, c'est qu'il y en ait des centaines, des milliers. Ça veut dire qu'on aura vraiment réussi des belles choses. Et là, par contre, il n'y a pas de salaire capé. On fera en sorte qu'il n'y ait pas des salaires délirants. Mais par contre, s'il y a vraiment besoin d'aller chercher une compétence très particulière d'un expert qui est unique au monde et qui doit être payé un salaire beaucoup plus important que 4 fois le SMIC, on ne dira pas non. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est les gaz à effet de serre. Et donc, s'il faut en passer par là, on le fera. Et toutes les boîtes qu'on crée doivent être rentables. Ça veut dire que chaque année, une fois qu'elles se seront développées, pas au tout début, mais quand elles seront devenues grandes, il faudra qu'elles gagnent de l'argent. Parce que cet argent remontera à Time for the Planet pour créer des nouvelles entreprises, qui nous permettra de continuer notre action sans être obligé de tout le temps lever de l'argent auprès d'actionnaires. Donc, on est entièrement inclus dans le système économique tel qu'il est. Ça marche. Merci pour cette précision. Je vous propose, vous avez parlé beaucoup de Discord, cet espace de communication effectivement de la galaxie. Je vous propose qu'on le découvre en images pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent certainement pas. Bonjour tout le monde, on vous parlait de la galaxie de l'action, c'est-à-dire la communauté des membres actifs et joyeux de Time for the Planet. Je vais vous présenter les principaux outils qu'ils utilisent pour s'organiser au quotidien. Le premier outil, c'est un serveur Discord, c'est-à-dire un système de chat écrit et de chat vocaux pour communiquer, tout simplement. Ce que vous voyez ici, c'est que chaque planète et la plupart des comètes ont leur propre salon de discussion.
Par exemple, ici, on peut parler de tout et beaucoup d'annonces sont faites en exclusivité. Ici, par contre, c'est le salon de discussion de la planète des correcteurs. Ça discute grammaire, orthographe et également de private jokes autour de coups de fouet pour les keepers qui font des fautes. Enfin, vous avez également aussi certaines comètes qui utilisent Discord pour s'organiser, comme ici le fameux Care Center qui est chargé d'appeler les nouveaux actionnaires pour leur souhaiter la bienvenue et répondre à leurs questions. Bien sûr, comme il faut apéroiser la lutte contre le dérèglement climatique, il y a également des parties où on peut se détendre, comme l'espace blind test et le coin où ça bosse pas. Il y a également deux autres espaces qui servent cette fois à des choses complètement différentes. On voit ici l'espace Galaxy et l'application Time for the Planet. Ces deux lieux ont pour objectif d'informer les actionnaires de Time for the Planet en temps réel. On y retrouve le nombre d'actionnaires quotidiens et mensuels, les villes et les pays dont ils sont issus, les événements à venir, mais surtout les fameux reportings mensuels composés de la vidéo d'Arthur et des slides présentant les principales réalisations de chaque mois. Attention, il se dit que certains membres y sont devenus accros. Voilà, vous avez pu découvrir effectivement cet endroit qui réunit l'ensemble des échanges de la communauté Time for the Planet, notre chère galaxie de l'action. Merci à tous d'avoir participé à ce deuxième plateau sur la communauté et merci à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble des quarks, des gluons, des planètes leaders, des mémoires qui apportent chacun la pierre à l'édifice de Time for the Planet qui grandit de jour en jour. Donc merci à ces plus de 3000, bientôt 4000 personnes qui ont rejoint cette galaxie. Merci pour l'ensemble de vos témoignages. On va effectivement faire une courte pause avant de retrouver la troisième partie sur les innovations. Une courte pause également orientée sur le collectif, sur un sport collectif qu'on affectionne tout particulièrement. Je vous laisse regarder en images. Je m'appelle Clément Castet, je suis joueur au Stade Toulousain Rugby et j'ai convaincu 53 personnes de rejoindre Time for the Planet. 53 personnes, c'est incroyable, mais comment tu fais ça? T'as un secret? Toi là, t'es associé? Associé? Venez les gars! Bon, alors tu vas t'associer maintenant? Oui, je m'associe. C'est sûr. Tu vois, c'est pas difficile. Bonjour à tous, voilà, je viens de découvrir Time for the Planet. J'ai des frissons. Non, c'est fou, c'est dingue, c'est incroyable. Je connaissais la force de l'équipe pour avoir pratiqué un petit peu. Vous avez une grande équipe et je vais venir la rejoindre très très vite parce que oui, on a besoin d'être tous concernés et on a tous quelque chose à apporter. Et notre différence et notre force et notre union fera qu'on réussira des grandes choses. Donc bravo pour ce que vous faites. Continuez d'être engagé, continuez d'être motivé, continuez d'être positif surtout, parce qu'on parle de sujets compliqués, mais il faut être positif pour les résoudre. Donc voilà, bravo, à bientôt, on se revoit, j'adore, c'est génial. Troisième partie sur les innovations. Qui peut proposer une innovation à Time for the Planet? Qui les évalue? Comment et selon quels critères? On va découvrir tout ça dans cette troisième partie. Bonsoir Denis. Bonsoir Laurent. Tu es l'un des 6 cofondateurs également de Time for the Planet, et 6 keepers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le processus d'évaluation de ces innovations? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, quels sont les types d'innovations qu'on cherche chez Time for the Planet? On cherche des innovations à impact, vous l'avez compris, mais un impact direct sur les gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui va permettre de réduire les émissions ou également de capter directement les gaz à effet de serre. Un deuxième élément, c'est un impact massif. Et pour ça, on va s'intéresser aux innovations qui sont déployables à l'échelle mondiale. Mais des innovations qui peuvent être technologiques, mais pas forcément. On s'intéresse à la fois à du high-tech, du low-tech et même du no-tech. Une innovation de business model, par exemple, tant qu'elle permet d'avoir un impact sur les gaz à effet de serre, peut tout à fait être très intéressante pour Time for the Planet. Du coup,
sur quoi faut-il agir maintenant avec ces innovations? C'est bien beau d'avoir ces innovations, mais comment les flèche-t-on? Là-dessus, on s'est basé sur les rapports scientifiques, notamment ceux du GIEC, pour construire une grille de 20 problématiques majeures à résoudre pour lutter contre le réchauffement climatique. Ces 20 problématiques, c'est simple. Elles se résument en 5 secteurs majeurs émetteurs de gaz à effet de serre: l'énergie, l'industrie, le bâtiment, les transports et l'agriculture. Et on a identifié 4 leviers d'action sur lesquels agir avec Time for the Planet. Le premier, le développement d'alternatives non émettrices de gaz à effet de serre. Le second, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique des procédés, des processus. Le troisième levier d'action, c'est la sobriété, qui permet de réduire l'ensemble des émissions sur toute une chaîne de valeur. Et enfin, le quatrième, la captation directe des gaz à effet de serre. Maintenant, comment on trouve ces innovations et comment on les propose? Ça se fait directement en ligne, rien de plus simple, et vous pouvez tous proposer des innovations à Time for the Planet directement sur notre site internet. Que vous soyez scientifique dans un laboratoire de recherche, innovateur ou start-upper avec déjà une entreprise lancée. Maintenant, comment on les évalue et on les sélectionne? Pour ça, c'est simple. On a mis en place un processus en 4 étapes et également 6 critères de sélection. Les étapes sont les suivantes. Première phase, on va présélectionner les innovations avec le plus fort potentiel d'impact en termes de gaz à effet de serre. Pour ça, on va s'appuyer sur la communauté. Deuxième étape, les innovations présélectionnées, on va les analyser d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique grâce à notre comité scientifique. Celle qui passe cette étape-là, on s'intéresse aux aspects marché. Parce qu'une innovation, c'est bien une solution technique, mais également un potentiel économique pour pouvoir se déployer. Et enfin, dernière étape, la décision finale se fait en assemblée générale avec l'ensemble de nos associés. Maintenant, en parallèle de ce processus, 6 critères vont être systématiquement étudiés. Le premier, vous l'avez compris, l'impact en termes de gaz à effet de serre. C'est clair, notre critère numéro 1. Mais pas seulement. On va s'intéresser également aux externalités, c'est-à-dire aux impacts positifs ou négatifs sur d'autres aspects, typiquement sur la biodiversité, sur les stocks de ressources naturelles ou encore sur les inégalités sociales. Le troisième critère, c'est la faisabilité technique de l'innovation. Est-ce que réellement, c'est une solution industrialisable, réellement, à l'échelle internationale? Le quatrième critère fait clairement écho à l'open source, c'est la réplicabilité de la solution. En synthèse, est-ce qu'on peut copier-coller la solution et la déployer partout dans le monde? Le cinquième critère, l'aspect marché. A-t-on des clients pour acheter cette innovation? Et enfin, le sixième critère, réellement lié à notre modèle open source, quelle est la puissance justement de l'open source sur cette innovation? Est-ce qu'on a un effet de levier pour que cette innovation ait un impact massif à l'échelle mondiale? Maintenant que vous connaissez le processus, les critères, concrètement, comment fonctionne la sélection? Et là, vous l'avez compris, chez Time for the Planet, on la joue collectif. Clairement, la première phase nous permet d'évaluer des centaines, des milliers d'innovations même, grâce à la communauté, grâce à la galaxie de l'action. Ce sont en effet des évaluateurs qui font la présélection des innovations. Un évaluateur Time for the Planet, c'est quoi? C'est pas un expert, c'est monsieur tout le monde qui peut le devenir, et vous aussi vous pouvez devenir évaluateur. Ce sont des personnes qui sont formées aux 6 critères de sélection Time for the Planet et qui vont participer et évaluer l'ensemble des innovations proposées à Time for the Planet. En ayant comme ça plusieurs centaines d'évaluations sur chaque innovation, ça nous permet de préfiltrer et d'identifier les innovations au plus fort potentiel. On la joue également collectif sur la partie du comité scientifique. En effet, on ne sollicite pas simplement des experts pour leur demander leur avis, on en sollicite 14 pluridisciplinaires et on leur demande de se mettre d'accord. Et c'est tout un jeu différent d'avoir un avis ou alors d'être capable de convaincre ou se laisser convaincre sur une innovation pour en détecter au consensus le fort potentiel d'impact. On a donc des experts à la fois en analyse de cycle de vie, en transfert de technologie, en climat ou des experts sectoriels d'agriculture, industrie, bâtiment qui doivent tous se mettre d'accord sur les innovations au plus fort potentiel. Vous l'avez compris donc, on la joue collectif sur cette sélection des innovations et vous aussi, vous pouvez la rejoindre. La sélection des innovations a déjà commencé. N'hésitez pas à rejoindre le mouvement pour participer à la sélection des premières et prochaines innovations Time for the Planet.
Merci Denis pour cette présentation très détaillée du processus. On a été rejoint donc en plateau par 4 invités qui sont tous les 4 parties prenantes dans cette sélection des innovations. On a parmi nous 2 évaluateurs ainsi que 2 membres du comité scientifique. Merci d'être venus et merci à vous d'être en plateau avec nous. Bonsoir Apolline, bonsoir Thierry. Vous avez tous les 2 le rôle d'évaluateur au sein de la communauté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce rôle finalement et qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle d'évaluateur ? Alors je vais commencer, bonsoir. Donc, le rôle d'évaluateur, comme vient de le dire Denis, en fait, c'est donner son avis sur l'innovation qui sont proposées à Time for the Planet. Moi, ce qui me paraissait très intéressant, c'est vraiment par l'évaluation des innovations que je suis rentrée dans Time for the Planet. Parce qu'en fait, quand j'ai découvert le projet sur LinkedIn via un message de Denis, justement, je me suis dit « Ok, c'est quoi ce truc ?» J'étais un petit peu dubitative. Ça me paraissait un peu fou. Je ne savais pas trop comment ça allait fonctionner. Je suis devenue actionnaire pour en savoir un petit peu plus. Et quelques mois plus tard, j'ai appris qu'on pouvait être évaluateur, évaluatrice. Donc ça m'intéressait d'une part de participer dès le démarrage au processus de décision et d'autre part je me suis dit bon, je vais peut-être pouvoir apporter un regard un peu différent dans la mesure où moi dans la vie je suis consultante en transition énergétique et j'accompagne des collectivités dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie. Donc je me suis dit bon, peut-être que je peux apporter un regard pas uniquement technique. J'ai participé à la 2e formation des évaluateurs et évaluatrices et là j'ai été vraiment hyper impressionnée en fait. Je me suis dit ok, en fait c'est hyper bien pensé, hyper bien réfléchi, très construit avec le périmètre d'action, les 6 critères dont vient de parler Denis, et notamment la prise en compte des externalités positives et négatives. Et c'est vraiment à partir de là que je suis rentrée pleinement dans Time for the Planet. Merci pour ton témoignage. On a également un témoignage de Claire, avant de passer à ton témoignage Thierry, qui n'a pas pu être là ce soir et qui est, elle, la gluon de la planète évaluateur. Elle va nous en dire plus sur qui sont ces fameux évaluateurs. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Claire, j'habite Aix-en-Provence et je suis coach en dynamique professionnelle. Alors, j'ai choisi de rejoindre Time for the Planet en septembre et après un accueil très très chaleureux, j'ai choisi de me former au rôle de gluon spécifiquement auprès des évaluateurs. Alors, pour décrire un peu le profil des évaluateurs chez Time for the Planet, il y a beaucoup de personnes de background scientifique, beaucoup d'ingénieurs de divers domaines, mais pas que. On va trouver des commerciaux, qui est chaudronnier, qui est enseignant, financier, beaucoup d'entrepreneurs. Et puis une grande diversité d'âge aussi, beaucoup de jeunes personnes, mais aussi dès 50 ans, dès qui ont plus que 50 ans, non, avec un intergénérationnel qui est une richesse évidemment. Une grande diversité de pays aussi, je regardais sur la dernière formation des évaluateurs, des personnes qui résidaient au Canada, au Maroc, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Et puis, de ce que je capte de la motivation des personnes à être évaluateurs chez Time, il y a celle d'être tout de suite dans l'action. Vous arrivez, vous vous formez en tant qu'évaluateur et vous avez tout de suite accès aux innovations à évaluer. Et donc, vous participez à l'émergence d'innovations qui, pour certaines, seront développées au niveau mondial demain. Donc un intérêt intellectuel, certain, et puis le fait de pouvoir évaluer à plusieurs, d'échanger entre les évaluateurs, et puis d'échanger entre les évaluateurs et les innovateurs, donc ce côté ensemble. Et puis le côté donc de vivre une expérience d'intelligence collective qui, me semble-t-il, pour tout associé de Time for the Planet, est très réjouissant. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère. Merci à Claire pour ton témoignage et merci pour ce rôle de gluon que tu tiens à merveille au sein de cette planète. Bonsoir Thierry. Tu es également évaluateur au sein de la communauté et également je crois que tu as d'autres rôles un petit peu plus particuliers
au sein de la communauté, notamment de formateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement pour quelles raisons tu as rejoint cette communauté et qu'est-ce que tu fais finalement au quotidien avec ce rôle et cette casquette d'évaluateur? Alors, je suis arrivé effectivement au tout début en tant qu'évaluateur parce que j'avais envie de comprendre un peu comment ça marche et puis j'avais aussi envie d'aider sur cette cause qui est pour moi très, très, très importante. Donc j'ai commencé ça qui était le plus naturel pour moi. Après, effectivement, j'ai essayé un peu d'autres choses, notamment le Care Center. Mais le Care Center, c'était vraiment par challenge personnel, parce que appeler des inconnus comme ça au téléphone, c'est pas du tout mon truc. Je me suis dit, je vais essayer, je vais en faire quelques-uns. Par contre, venir parler à des milliers de personnes sur le plateau, ça c'est... Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais pareil, non, c'est aussi un moyen de se dépasser. Et on tombe sur des personnes ultra motivées, donc on continue. Voilà, donc en tant qu'évaluateur, moi je suis arrivé au début, j'ai fait participé à la première formation, j'ai fait à peu près 70 évaluations. Donc grâce à ça, j'ai eu la chance de beaucoup faire évoluer la plateforme, beaucoup d'interactions avec Denis. Et puis en un trimestre, on a fait un boulot de dingue. C'est vraiment génial. Moi, je suis dans un grand groupe international, on parle beaucoup d'agilité, de flexibilité. Et là, la Galaxie de l'Action, elle met ça en œuvre à un niveau... je trouve pas les mots. En fait, faut venir voir. Venez voir et je pense que ça peut donner des idées à beaucoup de monde. Et puis, donc après, je suis devenu formateur. Donc là, on anime des sessions d'à peu près 100 personnes jusqu'à 2 fois par semaine. Et là, j'ai été, pareil, vraiment enchanté par les retours, les positifs. Et du coup, ça m'a permis aussi de me développer sur quelque chose qui n'est pas naturel pour moi. Alors, merci pour ton témoignage. Je voulais aussi qu'on jette un petit coup d'œil finalement à cette fameuse plateforme qui permet à tout à chacun en tant qu'évaluateur d'évaluer les innovations. Je vous propose qu'on la découvre ensemble. Time for the Planet reçoit chaque trimestre des centaines d'innovations, envoyées par des scientifiques et des innovateurs du monde entier. Pour les étudier, nous avons conçu la plateforme d'évaluation des innovations. Les milliers d'évaluateurs issus de la communauté Time for the Planet accèdent à toutes les fiches innovations. Chacune d'entre elles présente l'innovation, ses points forts, le problème auquel elle répond, son avancement technique et aussi marché, avec l'ensemble des informations que nous ont transmis les innovateurs. Les évaluateurs ont également la possibilité d'échanger directement avec chacun des porteurs de projets. Il y a une séquence de questions-réponses et également l'organisation de certaines visioconférences pour échanger et appréhender parfaitement l'ensemble des innovations à évaluer. 6 critères, notés de 1 à 5 et argumentés, permettent d'évaluer le potentiel de développement à grande échelle et d'impact de chaque innovation. Ces milliers d'évaluations permettent à Time for the Planet de sélectionner beaucoup plus rapidement et facilement les innovations au plus fort potentiel. Elles permettent également aux innovateurs de récupérer de précieux retours sur leurs innovations et des commentaires pour améliorer leurs propositions de valeur. Elles sont également utiles pour les entreprises actionnaires de Time for the Planet qui vont pouvoir devenir clientes, partenaires ou même investisseurs de ces solutions. Solutions essentielles puisque toutes contribuent à inventer le monde de demain. Chaque semaine, Time for the Planet propose des formations en ligne pour devenir évaluateur. Tout le monde peut devenir évaluateur. Ils ne sont pas experts, mais par contre ils maîtrisent parfaitement les critères de sélection des innovations que l'on recherche au sein de Time for the Planet. Voilà la plateforme qui permet d'évaluer l'ensemble des innovations reçues par nos chers évaluateurs. Bonsoir Marjorie, bonsoir Eric. Vous êtes tous les deux membres du comité scientifique de Time for the Planet. Vous avez un rôle qui est assez particulier et assez atypique. Est-ce que Marjorie, tu peux nous décrire effectivement ce rôle et également peut-être nous faire un petit retour, débriefing de cette première journée qu'a passé le comité scientifique ensemble sur ce top 10 qui avait été présélectionné par l'ensemble des évaluateurs? Oui. Bonjour à tous. Je fais partie du comité scientifique. Donc nous sommes 14 scientifiques à nous être réunis le 25 mars à Paris. Donc en fait, faire partie du comité scientifique, c'est un travail en 3 temps. Premièrement, grâce aux évaluateurs, 10 innovations ont été sélectionnées. Donc on nous a fait une présentation de ces innovations et on a commencé à rechercher un petit peu de l'information. On a commencé aussi un peu à faire de l'intelligence collective dont on parle tous, c'est-à-dire
c'est-à-dire à proposer des experts très pointus sur des sujets pour avoir des compléments d'information par rapport aux documents qu'on avait à notre disposition. On a chacun cherché un peu de notre côté aussi des réponses et des informations complémentaires aux documents proposés par les innovateurs. On a aussi échangé avec les innovateurs. Puis, il y a eu la journée du 25 mars, donc une journée extrêmement riche, extrêmement intéressante par la qualité des débats qui nous ont animés. Donc, au cours de cette journée, on a pu échanger sur les projets. On a discuté, on s'est challengé mutuellement et on a en fait noté les différents projets en essayant d'obtenir en fait ce qu'on appelle un consensus, c'est-à-dire que l'objectif c'était pas de faire une moyenne des notes que chacun pouvait mettre sur les différents critères au projet, mais vraiment de se challenger mutuellement et d'arriver, de se mettre d'accord sur une note pour le projet. Et puis le dernier temps, c'est après le comité scientifique, en fait, un petit peu plus à froid, on re-regarde l'ensemble des innovations et on vérifie qu'on a bien été cohérent dans les notations et qu'on n'a pas pénalisé des projets par rapport à des choses qu'on a découvertes au fur et à mesure de la journée. Voilà, donc ça c'était notre rôle en tant que comité scientifique et on a bien hâte de faire le prochain parce que c'était extrêmement challenging et extrêmement intéressant. Merci Marjorie pour ce témoignage. Eric, quel regard toi tu as porté sur cette première journée et puis aussi peut-être sur ton rôle en tant que membre du comité scientifique, comment tu le décrirais également? D'abord, le comité, c'est 14 personnes. On aurait pu craindre, quand on a 14 experts, qu'on ait un peu une bataille d'ego. Et ce n'est pas du tout le cas. Et je dois dire qu'on a trouvé une sorte de marque de fabrique qui est peut-être celle de Time for the Planet, en tout cas que j'ai découverte au fur et à mesure, parce qu'on savait que l'équipe fondatrice, on est allé vers elle parce qu'elle était sympa, jeune, dynamique, tournée vers l'action, qu'elle a un culot monstre. Mais après, il y a le sale boulot à faire, entre guillemets, il faut que ça avance. Et il y avait une espèce de bienveillance combinée à une rigueur dans l'évaluation, avec des vraies méthodes rigoureuses, et qui est assez unique. Moi, j'ai l'habitude souvent de travailler avec des fonds d'investissement. Je pense qu'on a été aussi pro, mais d'une autre manière, on va dire. Pour moi, donc, c'était une découverte assez forte. Très enrichissant aussi de se frotter sa cervelle à d'autres expertises qui se croisent. Et vraiment, alors, je sais que c'est un peu tarte à la crème, mais j'ai vraiment eu, c'est très rare, en tout cas dans mon expérience personnelle, un sentiment d'intelligence collective assez fort qui s'est développé. Voilà. Donc on a le sentiment de contribuer, mais aussi d'apprendre énormément. En plus d'être membre du comité scientifique, tu es aussi un investisseur important de Time. Est-ce que tu peux peut-être raconter comment ça s'est passé, la rencontre avec Colline, la première fois, les premiers contacts que tu as eus avec Time for the Planet? Ouais, bon, d'abord, moi je suis un passionné du problème climatique depuis de très nombreuses années. D'abord en tant que patron de boîte, où j'avais mis en place un programme climat dans l'entreprise dans laquelle j'étais sans aucune obligation, hein, un peu dans le dos de mon investisseur, qui était un fonds de private equity, hein, donc, mais qui a accepté très gentiment. Et puis j'étais, via ma fondation, pas un actionnaire, mais un sponsor et contributeur du Shift Project, et un des meilleurs think tanks sur le sujet. Et c'est par une série de rencontres comme ça, notamment par quelqu'un à Lyon. Et un jour, j'ai rencontré Colline, et puis Denis aussi. Et donc l'équipe m'a convaincu. Alors, pour être honnête, quand on les rencontre pour la première fois, on se dit, c'est qui ces mégalos ? Ils n'ont pas encore 100 000 euros en poche qui parlent de milliards. Ça peut être surprenant. Donc il y a un grain de folie, mais ils donnent envie de leur faire confiance. Voilà. Après, les méthodes qu'on trouve derrière confirment la confiance qu'on a envie d'accorder. Hein, c'est pour ça que je suis devenu un actionnaire, voilà, et que j'ai été ravi aussi de répondre à votre demande de devenir membre du comité scientifique. Merci pour ce témoignage. Je crois qu'on a une nouvelle question de nos très très chères téléspectatrices qui décidément ne s'arrête pas là en termes de questions. On l'écoute. Oui, c'est encore moi, j'ai encore une petite question. Marie-Christine Durand. Je me disais, vous pensez que la technologie va nous sauver, c'est ça? En gros. Alors, est-ce que la technologie va vraiment nous sauver? Apolline, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, alors en fait le GIEC dit que pour rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique, il faut absolument évidemment de la sobriété, réduire nos consommations, mais aussi de l'innovation. Donc on a besoin d'innovation. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, l'innovation, c'est pas forcément
de la haute technologie. C'est aussi l'intérêt d'avoir une communauté d'évaluateurs et d'évaluatrices qui ont des visions très différentes du problème du réchauffement climatique et des solutions à mettre en œuvre pour la transition énergétique. On échange nos avis respectifs de manière très bienveillante, c'est très enrichissant, et chacun donne son avis. Et donc, il y a des innovations qui peuvent être sociales, organisationnelles. Ça peut être de la low-tech, de la no-tech. Donc, ça ne suffira pas la technologie pour changer le monde, mais on en a besoin. Et puis, ce n'est pas forcément de la super haute technologie. Eric, tu voulais réagir également ? Oui, non, je suis complètement d'accord avec ton analyse, mais je dirais qu'il y a un truc particulier chez Time qu'on retrouve dans aucun autre véhicule d'investissement. C'est l'open source. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup travaillé avec la Chine et c'est vrai que si on trouve une bonne idée, on n'a pas envie de se la garder juste pour soi, mais si on a envie d'avoir un impact planétaire, ce que je crois que c'est l'ambition de Time, on a envie d'être copié, enfin d'organiser l'utilisation de cette technologie, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, le plus vite possible, et non pas garder ça pour son petit précaré français. Donc la technologie suffira pas, mais faut-il encore que les technologies, on les déploie le plus vite possible au niveau global. Et ça, je trouve que c'est l'originalité principale de Time. Marjorie ou Thierry, est-ce que vous souhaitez réagir sur ce sujet ? En fait, je vais réagir en confirmant vraiment ce que les deux personnes viennent de dire. C'est-à-dire que les innovations technologiques vont être nécessaires pour permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais après, la technologie, il y a des choses qui sont très, très high-tech et il ne faut pas se concentrer uniquement sur ces choses-là. Il faut accepter que des choses qui existent déjà puissent être des vecteurs de transformation et nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et dans ce cadre-là, les objectifs de diminution des gaz à effet de serre. Merci pour vos réactions. Décidément, les questions n'arrêtent pas. On a encore une question pour vous. On l'écoute. Et vous pensez que 100 entreprises, ça suffira pour un monde à sauver ? Alors, comment on fait pour sauver le monde avec uniquement 100 entreprises ? Mais je crois que vous avez déjà pour partie répondu à cette question. Thierry, est-ce que tu veux répondre sur ce point ? Une premier élément de réponse que j'ai envie d'apporter, c'est que l'idée de Time, c'est pas uniquement de créer des entreprises, c'est de créer des marchés complets en fait. Et donc par le principe de l'open source et du déploiement de la des innovations, l'idée c'est que ça fasse mouche. Et quelque part il faut lancer le mouvement, ça aide aussi à la prise de conscience. Et si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. Eric, c'est réagir. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, j'ai vécu une expérience récente qui m'a un peu troublé, qui m'a confirmé que j'avais bien raison de m'être engagé dans Time. Beaucoup de grandes écoles maintenant mettent en place une formation à l'enjeu climatique. Et j'ai participé à une de ces journées dans une des très grandes, une des meilleures grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin de la journée de formation, ils avaient tous le moral dans les chaussettes. Et alors on se dit, c'est embêtant si quand même les meilleurs ingénieurs français en formation ressortent de là. Et je crois que l'unique remède dans ce cas-là, c'est d'être tourné vers l'action. Donc 100 entreprises, c'est peut-être pas gigantesque, mais c'est déjà pas mal. Et en tout cas, orienter les gens vers l'action, c'est indispensable. Sinon, on va juste rester dans son coin, se plaindre et en gênant, en n'avançant pas, quoi. Ouais, je pense qu'il faut ajouter que le cœur de Time for the Planet, c'est ce qui était dit sur le premier plateau, c'est un cœur entrepreneurial. Alors, il y a beaucoup de projections qui sont faites sur ce que c'est que de monter une entreprise. Je vais essayer d'expliquer de la façon la plus crue possible et la plus simple. Mais montrer une entreprise, c'est que vous êtes à poil. Et il faut que, de toute urgence, vous trouviez un slip. Une fois que vous avez votre slip, de toute urgence, vous devez trouver un short. Et votre objectif, c'est d'être en t-shirt au bout du moins de temps possible, peut-être 3 mois, 4 mois. C'est ça, être entrepreneur. Ça veut dire que nous, quand en fait on a démarré Time for the Planet, on s'est dit on va fixer un cap qui va vouloir dire à tous les gens qui vont regarder cet objet veut changer le monde à grande échelle. Comment on va aller jusque-là ? On n'en avait aucune idée. On ne savait pas qu'il y aurait une communauté, on ne savait pas qu'il y aurait un comité scientifique, etc. On l'a découvert au fur et à mesure de la création. Et c'est comme ça en fait que les choses grandissent. La toute première version de Google, c'était 4 ordinateurs branchés les uns avec les autres qui permettaient de chercher dans je sais pas, peut-être même pas 3 ou 4 000 pages, vraiment un truc minuscule. C'est comme ça qu'on peut construire. Donc il ne faut pas prendre le côté centre entreprise de façon littérale. Il faut entendre, on veut
créer des entreprises open source qui permettent une démultiplication. Ça c'est le cœur, c'est vraiment le truc qu'on avait effectivement dès le départ dans l'esprit. Et peut-être aussi un dernier point, parce que comme on est bientôt sur la fin de ce plateau d'innovation, faudrait quand même rappeler, c'est l'expression favorite de Colline, qui est de dire que open source, c'est pas open bar. Et donc, quand on dit une boîte va être créée et va permettre à n'importe qui de copier, améliorer et commercialiser, c'est quelque chose d'engageant juridiquement. C'est-à-dire que c'est pas je copie et je fais mon truc, c'est je signe un contrat. Dans ce contrat, j'ai les droits à copier, améliorer, commercialiser, mais j'ai aussi la colonne des devoirs. Dans les devoirs, il y a si j'améliore, je dois mettre à disposition de tous les utilisateurs de la licence cette amélioration. Sinon, Time for the Planet peut me retirer l'utilisation de ma licence. Donc là, l'argent que je générais, c'est fini, je ne peux plus le générer. Hein. C'est de ça dont on parle. Deuxième obligation, je dois communiquer chaque année les chiffres qui permettent à n'importe qui, enfin qui permettent à Time for the Planet de savoir quelles sont les émissions de CO2 qui ont été captées ou économisées. Bref, quel a été notre impact. Et ça nous permet ensuite d'aller voir nos actionnaires et de leur faire leur dividende CO2. C'est-à-dire qu'on va additionner le CO2 qui a été économisé grâce à nos boîtes, plus tous les utilisateurs des licences. Donc ça peut être considérable. Et on va aller voir chaque actionnaire, on va lui dire, voilà, toi, tu as tant d'actions. Ces actions, elles représentent la non-émission ou la captation de tant de CO2. C'est ça le cœur de ce qu'il va avoir en tête de ce que va accomplir Time for the Planet. Est-ce qu'il faudra 100 entreprises? Est-ce qu'il en faudra 99? Ou est-ce qu'il en faudra 1500? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je ne pense pas que ce soit le truc le plus important auquel on doit répondre maintenant. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce 3e plateau sur les innovations. Merci à votre investissement également personnel au sein de Time for the Planet pour faire en sorte de faire émerger ces fameuses innovations qui peuvent changer la donne à l'échelle mondiale contre les gaz à effet de serre. Merci à tous. On va passer à la 4e partie de cette émission juste après sur la gouvernance. Mais avant ça, on vous propose une petite vidéo pour vous expliquer en détail comment s'est passée cette journée avec le comité scientifique. Je fais énormément de communication sur les emmerdes, sur les problèmes, et là je vois des solutions. Et oui, il y a des très très belles choses. C'est excessivement stimulant, à la fois par la variété des personnes présentes, et stimulant aussi sur l'organisation, qui permet de mêler à la fois les côtés académiques que je connais, et des côtés entrepreneuriaux que je connais moins, mais pour lesquels il y a beaucoup d'experts. Ce que je trouvais intéressant, c'était aussi d'entendre l'humain, le scientifique, la forme d'alignement en fait, qui pousse ces différents acteurs-là à se mettre en mouvement autour de ce type de projet. Il y a des gens qui arrivent sur les innovations avec l'angle marché, il y en a d'autres qui arrivent avec l'angle technique, il y en a qui arrivent avec l'angle environnement. C'est très démocratique comme processus, donc moi je fais confiance à ce type de processus. Les échanges sont super intéressants. Cette intelligence collective et d'arriver à un consensus, je trouve ça hyper passionnant.
4e partie de cette émission exceptionnelle sur Time for the Planet. Le sujet que nous allons aborder pour finir, c'est la gouvernance. Qui décide de quoi, comment, quels sont les contrôles et les garde-fous mis en œuvre au sein de Time for the Planet pour assurer sa mission. Rebonsoir Nicolas. Rebonsoir Laurent. Comment ça se passe tout ça au niveau de Time for the Planet ? Eh bien écoute, déjà il est tard, tout le monde a passé pas mal de temps à regarder cette émission et on me laisse finir avec la lourde responsabilité de vous parler de gouvernance. Alors déjà, gouvernance c'est quoi ? Globalement, ce que ça veut dire, c'est dans une organisation, qui décide et comment on décide. Parce que bon, vous doutez bien que on va pas se mettre à 20 000 à faire des réunions pour décider de la couleur de la future campagne de communication de Time for the Planet. C'est pas possible. Les réunions, nous, on n'aime pas ça. Alors si en plus il faut se mettre d'accord à 20 000, on va jamais s'en sortir. Donc ce qu'il faut, c'est distinguer 2 types de décisions. Celles du quotidien, les petites décisions, et puis celles qui vont modifier en profondeur Time for the Planet. Dans le premier type de décision, ce sont nous, en tant que keeper, en tant que gérant de Time for the Planet, qui assumons la responsabilité de faire des choix et de faire avancer le projet rapidement. Et de vous faire économiser quelques longues heures de réunion. Donc ça, c'est notre boulot. Ensuite, tout ce qui peut impacter la décision, la vie de Time for the Planet, que ce soit des modifications de ses statuts ou que ce soit des choix d'investissement dans la création d'entreprise, eh bien ça va être décidé tous ensemble en assemblée générale. On va aller voter. Dans le premier des cas, il faut quand même que nous, en tant que gérants, on puisse vous rendre des comptes. Parce que si on fait n'importe quoi, eh bien, bien évidemment, vous n'allez pas être content, c'est normal. Dans le deuxième des cas, le fait de pouvoir voter en assemblée générale, là c'est un long processus aussi qui est complexe. Et donc, par exemple, ces 2 sujets de qui contrôle les gérants de Time for the Planet et puis sur quel sujet est-ce qu'on va décider collectivement ensemble, et ça, ce sont des sujets dits de gouvernance et c'est sur tous ces sujets-là qu'on va voir sur la dernière partie de l'émission. Tenez bon, courage, ça va bien se passer. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. En plateau, on retrouve Apolline et nous a rejoint Jérôme. Bonsoir Jérôme. Merci d'être avec nous pour ce dernier plateau sur la gouvernance de Time for the Planet. Apolline, je voulais que tu nous témoignes effectivement ce qui t'a déclenché le fait de devenir actionnaire, parce que tu m'as dit c'est la gouvernance. Alors c'est la première fois moi que j'entends un actionnaire qui me dit je suis devenu actionnaire grâce à la gouvernance plutôt. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, tout à l'heure je le disais, en fait, quand j'ai découvert Time for the Planet par un message sur LinkedIn, et en fait des messages sur LinkedIn, j'en reçois souvent du fait de mon métier pour me vendre un produit, une solution, et donc j'étais un peu sceptique parce que Time for the Planet, c'est un peu un ovni, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Ce qui m'a donné vraiment envie de fouiller et de devenir actionnaire, c'est quand j'ai vu les grands principes de gouvernance, et notamment 2 points qui m'ont vraiment convaincue. Premièrement, le fait que les salaires des dirigeants étaient encadrés et plafonnés, je me suis dit ok, donc ça partira pas à la dérive, et en plus ça m'a aussi rassurée sur le fait qu'on n'était pas face à des gens qui voulaient surfer sur la vague du changement climatique, que c'était vraiment un engagement, et la preuve c'est qu'aujourd'hui vous n'êtes toujours pas rémunéré et vous passez 100% de votre temps sur le développement de Time for the Planet, donc je pense que c'est un super gage de confiance. Et le deuxième point, c'est la question de la non-lucrativité, le fait que ce soit une société à but non lucratif dans le sens où les actions sont vendues à 1 €, elles seront toujours vendues à 1 €, donc il n'y a pas de plus-value possible. Et comme tout à l'heure le disait Mehdi, je crois, sur un des plateaux, il n'y a pas de versement de dividendes, ou plutôt le versement de dividendes est... dépend de l'occurrence d'un événement qui est revenir au réchauffement climatique du temps de l'ère pré-industrielle, donc plus 0 degré par rapport à 1850-1900. Clairement, c'est impossible, donc il n'y aura jamais de dividendes. Et c'est vraiment ça qui m'a fait prendre des actions chez Time for the Planet, parce que je me suis dit, ok, c'est pas du greenwashing, on essaye vraiment d'agir pour faire quelque chose. Merci pour ton témoignage en tant qu'actionnaire. On a une personne effectivement qui n'a pas pu également être présente ce soir, Pauline, qui est membre du conseil de surveillance, mais qui nous a envoyé une petite vidéo pour témoigner. On l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline. J'ai rejoint l'aventure Time for the Planet il y a un peu plus d'1 an maintenant, le conseil de surveillance rapidement dans la foulée. Dans la vie de tous les jours, je travaille dans un fonds d'investissement dit de type venture capital, et mon métier c'est d'investir dans des startups.
Ce que j'ai trouvé ici, c'est la possibilité d'utiliser des mécanismes que je connais très bien dans le but d'aider une cause qui est la cause de Time for the Planet. Mon rôle premier, tout d'abord, est celui d'associée, d'investisseuse qui croit très fort en ce projet et qui le porte tant que possible. Et mon rôle second est de représenter au mieux l'ensemble des associés de Time avec mes collègues membres du conseil de surveillance. Au-delà du pourquoi, ce que je trouve très intéressant dans l'approche Time for the Planet est le comment, et la volonté d'utiliser des règles de gouvernance qui sont relativement nouvelles pour mettre une transparence maximale et une voie pour tous. Si je fais un parallèle avec le monde des fonds d'investissement traditionnels, qui est un modèle finalement très proche de celui de Time, on voit que dans un fonds d'investissement traditionnel, il y a 4 parties. Donc les investisseurs, le fonds, le gestionnaire et les investissements, donc les entreprises dans lesquelles on va investir. Dans Time, nous retrouvons ces grandes masses. Cependant, elles n'interagissent pas ensemble de la même manière que dans un fonds classique. Dans un fonds classique, le gestionnaire tient seul les rênes pour prendre les décisions d'investissement et s'auto-contrôler en fait quant aux éventuels engagements extra-économiques qu'il aurait pu prendre envers ses investisseurs. Bien sûr, les comptes sont audités chaque année, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, le message clé, le gestionnaire est seul aux manettes. Ici, ce que je trouve formidable, c'est que du fait en fait que le sujet final touche tout le monde et touchera tout le monde de la même manière en tant qu'individu, en tant que terrien, la communauté est invitée à participer tout au long du process, en sourçant des entreprises ou des technologies nouvelles dans lesquelles on pourrait investir, mais également en se positionnant sur les décisions d'investissement. Donc c'est un mécanisme qui n'existe pas du tout dans une structure de fonds d'investissement classique où le gestionnaire à nouveau est en charge de cela à 100% et même rémunéré pour cela. Une autre différence majeure est l'horizon d'investissement. Donc un fonds d'investissement classique comparable aura généralement une durée de vie de 10 ans. Ici, nous partons sur un horizon qui est illimité et lié à notre ambition massive de lever 1 milliard d'euros pour investir dans 100 entreprises, qui va donc matcher au mieux l'horizon de retour et le TRI Planète que l'on vise. Enfin, la structure telle qu'imaginée diffère d'un fonds d'investissement traditionnel dans le sens où elle est ouverte à l'investissement d'investisseurs particuliers, dits non avertis et non institutionnels. Elle est ouverte aux petits porteurs, à vous, à moi en tant que personne, pour que tous nous puissions participer à cette initiative de manière directe, en pouvant en comprendre et en mesurer l'impact de manière très transparente. Merci Pauline pour ce témoignage. Bonsoir Jérôme, merci d'être venu témoigner également. Tu es membre du conseil de surveillance, je vais y arriver, c'est la fin de soirée. Est-ce que tu peux nous redétailler précisément le rôle du conseil de surveillance au sein de Time for the Planet et ce qui selon toi est essentiel dans la gouvernance et les garde-fous qui sont mis en place d'un point de vue statutaire notamment? Oui, volontiers. Enfin, je vais partir de ce par quoi commençait Nico tout à l'heure, c'est-à-dire la gouvernance. La gouvernance, quand on dit on va parler de la gouvernance, on se dit oulala, il est temps d'aller prendre une tisane, ça va être pénible. Je voudrais en une minute dire que c'est pas si pénible que ça. D'abord, derrière le mot gouvernance, tu l'as dit Nico, qu'est-ce que ça veut dire, ces règles du jeu. Donc, quelle est la règle du jeu? J'entre dans un truc, c'est quoi la règle du jeu? Le deuxième élément, c'est que c'est probablement l'une des innovations les plus essentielles de Time for the Planet, donc ça vaut la peine d'y consacrer une minute. Et le troisième élément, c'est qu'en fait, c'est très simple. Si on regarde comment fonctionne ce grand pari de Time for the Planet, le succès dépend de 2 groupes. Alors, il y a votre groupe, les créateurs, les keepers, qui prenait un certain nombre d'engagements qu'a rappelé Apolline, notamment au fond d'avoir l'esprit collectif et de renoncer à devenir fabuleusement riche si, comme on l'espère tous, demain vous êtes plus grand qu'Amazon. Et puis il y a nous, c'est-à-dire tous les autres, c'est-à-dire les actionnaires. Et nous, on fait un sacrifice aussi, c'était aussi rappelé par Apolline, c'est-à-dire qu'on dit, oui, on renonce à nos intérêts financiers, non pas pour 1 an, mais pour 3 ans, pour 5 ans, pour 10 ans. Alors, ça va marcher, mais ça va marcher à 2 conditions. La première condition, c'est qu'on ait totalement confiance dans le fait que vous allez rester sur cet esprit d'intérêt collectif. Et puis, la deuxième condition, c'est exactement le symétrique, c'est que vous ayez confiance que nous, les actionnaires, on va rester dans cet état d'esprit d'intérêt collectif. Parce que des actionnaires, ça peut changer, puis il peut y en avoir de nouveaux. Et donc, c'est là qu'est la grande complexité de la chose. Et en fait, la réponse que vous avez trouvée a été extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une société, il y a 2 sociétés.
C'est-à-dire, vous avez d'abord Time for the Planet, dont on parle maintenant depuis un bon moment, qui est la société des actionnaires. Et dans les statuts, c'est-à-dire les règles du jeu, là aussi Time for the Planet, on a écrit nos engagements d'actionnaires. C'est-à-dire, en gros, l'argent ne sort pas de la société. C'est clair, c'est pas possible, sauf si c'est pour le carbone. Et puis dans la deuxième société, c'est la vôtre, c'est celle des créateurs, c'est celle des keepers. Et là, on a aussi écrit très clairement les règles du jeu. Tout ce à quoi vous vous engagez, on a rappelé le multiple du SMIC et puis pas de valeur sur les actions. Et donc, la beauté du système, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas changer les règles du jeu sans les accords de Time for the Planet, et nous, on ne peut pas changer les règles du jeu sans votre accord à vous. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelait dans ma jeunesse, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et en fait, c'est hyper simple, mais je connais aucune société en France qui ait inventé cette chose-là, donc c'est hyper innovant. Et deux, ça veut dire qu'une fois qu'on a compris ça, ça suffit, parce qu'on n'a plus à y penser. En gros, ça veut dire que du côté des actionnaires, on ne peut plus avoir de mauvaises surprises qui surviennent du fond de l'horizon de l'autre côté. Et vous aussi, vous êtes dans votre roue, dans votre sillage, dans votre projet, sans vous dire que demain, vous pouvez avoir un coup de poignard dans le dos de la part des actionnaires. Et donc ça, c'est absolument remarquable. Je pense que pour 99% des actionnaires, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais j'encourage, s'il y a 1% de maniaques qui, comme moi, adorent les problèmes de gouvernance, les problèmes de statut, etc., d'aller voir sur le site les statuts des deux sociétés, et de les décortiquer. Et si par hasard vous repérez quelque chose qui vous paraît améliorable, de nous le dire, parce qu'à chaque assemblée générale, on ravaude un peu pour essayer encore d'améliorer cette gouvernance de Time for the Planet. À la fin de l'émission, on aura ton numéro de portable pour toutes les questions de gouvernance. Non. Sur le site, ça marche très bien. On a un président du conseil de surveillance. Vous avez ses coordonnées sur le site. Donc voilà. Et après, on est 8, on va être 12 après la prochaine Assemblée Générale. Et donc, c'est collégialement qu'on regardera toutes les bonnes idées qui nous remonteront. Merci Jérôme pour ces précisions. Je crois qu'on a une des dernières questions qui pouvait peut-être encore rester à notre chère téléspectatrice. Je vais y arriver. On l'écoute. Encore une petite question, Marie-Christine Durand. Non, oui, parce que, bon, très bien tout ça. Mais je me disais, si une entreprise devient majoritaire de Time, elle pourra tout contrôler, c'est ça, elle fera ce qu'elle voudra. Alors, comment on garantit à l'ensemble des actionnaires que finalement Time for the Planet va toujours garder sa mission de lutter contre le réchauffement climatique et finalement qu'il ne puisse pas avoir un actionnaire important qui arrive et qui change finalement les règles du jeu ou la mission de Time for the Planet. Jérôme ? Mais en fait, comme je le disais à l'instant, celui qui aurait pris 51% va se retrouver dans une société dans laquelle il ne pourra pas sortir l'argent. Si on imagine que c'était ça son idée géniale, on va sortir l'argent pour faire autre chose que ce qui était prévu dans les statuts, il ne pourra pas, parce qu'il faudra l'accord des keepers pour le faire. Et donc en fait, ça ne se produira pas, parce que en gros, à quoi ça sert de mettre la main sur un truc si on ne peut pas piquer l'argent ? Mais on s'est dit, oui d'accord, mais ça c'est un raisonnement un peu compliqué. Et en fait, on sait très bien que dans une entreprise, même si on n'a pas tous les pouvoirs, si on est vraiment un très gros actionnaire, on pourrait avoir une influence qui biaise un tout petit peu la société. Et donc, on va aller rajouter encore une couche à la prochaine assemblée où on va limiter à 25% la possibilité pour un actionnaire de prendre des actions. Mais à la fin, qu'il en ait 25, qu'il en ait 30 ou qu'il en ait 50, le vrai verrou, ce sera vous. Et le vrai verrou chez vous, ce sera nous. Et donc c'est ça qui fait que ça tiendra dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans. Tu souhaitais compléter, Apolline ? Oui, je voulais compléter sur un autre point qui est prévu, qui va être proposé à la prochaine Assemblée Générale. Aujourd'hui, donc, on a une action égale une voix, parce qu'on est une société commerciale et que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a le veto donc, des cofondateurs via Act for the Planet qui permet d'empêcher que le projet parte dans le mauvais sens. Et ce qu'il est prévu de proposer à la prochaine Assemblée, et que moi personnellement je trouve très intéressant, c'est d'ajouter un vote consultatif, une entité égale une voix. Donc refaire voter ensuite
l'ensemble des actionnaires de Time for the Planet pour dire est-ce que vous êtes d'accord avec telle et telle décision, pour qu'on ait un double éclairage finalement et que vous, en tant que garant de la vision, vous puissiez utiliser votre droit de veto ou non à encore meilleur escient. Peut-être Nico, après ton entrée discrète devant la caméra, je pense que ça serait bien que tu précises qui est gérant, qu'est-ce que c'est que Act for the Planet dont Apolline vient de parler. Ouais, puis tu me sors de mon rôle de pot de fleurs aussi, accessoirement sur ce dernier plateau. Oui, tout à fait. Jérôme a parlé de 2 entités. Pardon. Time for the Planet est une société en commandite par action, qui est une forme très particulière, qui va désigner des commandités. Le commandité, en gros, c'est une structure ou une personne physique qui va avoir des pouvoirs très forts, notamment des droits de veto, comme disait Apolline. Et du coup, le commandité de Time for the Planet, donc celui qui doit rendre des comptes aux commanditaires, donc aux actionnaires de Time for the Planet, s'appelle Act for the Planet, qui est une société, mais qui est une petite coquille vide, qui est juste là pour protéger notre patrimoine personnel, nous, en tant que dirigeants de Time, et dans laquelle Time for the Planet a aussi une place au sein du conseil d'administration pour vérifier justement qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et il y a une sorte d'autocontrôle, l'autocontrôle que décrivait Jérôme. Et donc, ensuite, comme il faut des personnes physiques pour s'occuper au quotidien de Time for the Planet, eh bien Act for the Planet désigne des gérants qui sont les 6 keepers. Laurent, est-ce que j'ai fait une bêtise? Parce que du coup, c'est toi le présentateur, mais quand même, faut savoir, c'est lui qui présente tout habituellement, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc, tiens, je te fais participer aussi. Voilà, c'est une petite Merci, impro. Nicolas. Impro, Écoute, non, tu as été très bon sur l'explication. Je n'ai absolument rien à rajouter. Je suis pas peu Si je te dis 10%, ça te fait penser à quelque chose? Alors, ça me fait penser à la prochaine et dernière question. On l'écoute tout de suite, notre chère téléspectatrice. C'est parti. Oui, bon. Mais alors, comment savoir si mon argent va bien être utilisé pour créer des entreprises qui vont lutter contre le réchauffement climatique? Bon, après, je vous laisse. Mais dites-moi, je peux... Donc, comment on peut effectivement garantir à l'ensemble de nos actionnaires que leur argent sera bien réinvesti finalement dans l'ensemble des innovations qui seront proposées? Jérôme, est-ce que tu veux préciser ce point-là? C'est un problème qui existe dans beaucoup d'entreprises qui finalement ont une mission principale et puis la mission de faire connaître ce qu'elles font. Par exemple, comme cette réunion, il peut y avoir un dérapage qui amènera à dire l'argent ne sert pas simplement à réduire le carbone, il sert à faire toute la communication autour. Et donc, et puis à la limite, vous pourriez très bien dire c'est très bien la campagne gratuite qu'on a eue de Deco, mais on va se la payer. On a 4 millions, on peut en mettre 1 dans la campagne payante de Deco. Et donc, vous ne l'auriez jamais fait. Mais des esprits pervers pourraient avoir peur que vous le fassiez. Et donc, la règle du jeu qui a été fixée entre nous et qui a été actée par le conseil de surveillance, c'est de dire qu'à chaque fois que vous recevez 10 €, il n'y a qu'1 euro qui peut partir à l'administration de Time for the Planet. Et donc, c'est une règle très contraignante qui est beaucoup plus faible que ce qu'on trouve dans la plupart des fonds ou dans la plupart des organisations, même d'intérêt général. Si on regarde des fondations ou des associations, la règle de 10% est extrêmement contraignante. Vous l'avez acceptée. Et donc, grâce à ça, chacun, quand il met 10 €, sait qu'il y en a 9 € qui vont aller au carbone. Merci pour cette précision. Également, Nicolas, est-ce que tu voudrais préciser sur l'investissement qui peut être fait dans les innovations? Comment on valide ça? Qui valide finalement et qui décide combien on met sur quelle innovation? Ça va être costaud parce que maintenant on est à 20 000 actionnaires. Pardon encore. Et donc du coup, ce sont les 20 000 actionnaires en assemblée générale qui vont voter. Nous, notre travail de gérant, du coup, c'est de rendre des rapports sur telle innovation, pourquoi elle a été sélectionnée, pourquoi elle est bien, pourquoi ça va être facile ou compliqué de la mettre en place. Nous, on soumet ce rapport au conseil de surveillance et ensuite le conseil de surveillance, du coup, lui, a vérifié en amont qu'on a bien fait le travail. Ensuite, ce travail est présenté en assemblée générale devant tous les actionnaires donc, et chacun va voter pour choisir dans lesquels
on investit. Et donc ça va être costaud, parce que voter à 20 000, c'est pas rien, Laurent. Je crois que tu bosses sur le sujet en ce moment et t'as encore 2 mois, quoi. Merci à vous pour être venu témoigner sur ce dernier plateau et nous préciser ces points qui sont extrêmement importants. Comme le disait Jérôme, c'est vraiment les règles du jeu d'un point de vue statutaire, donc c'est quand même extrêmement important de les comprendre et de savoir ce qu'il y a décrit dans les statuts de Time for the Planet que vous pouvez bien sûr consulter sur le site internet. Je tiens à remercier l'ensemble des participants de cette émission qui est absolument exceptionnelle, qui a essayé de répondre au maximum de questions que vous posiez. On a également une session de questions-réponses à suivre juste après l'émission en live où j'aurai le plaisir avec l'ensemble des cofondateurs keepers de Time for the Planet de répondre en direct à toutes vos questions. Donc restez en ligne suite à l'émission pour poser l'ensemble de questions auxquelles on répondra. Et je tiens à remercier l'ensemble des équipes également qui nous ont permis de réaliser cette émission. Donc merci à eux, merci à l'ensemble des témoins qui sont venus jusqu'à nous pour témoigner et merci à l'ensemble des cofondateurs pour différentes présentations. A tout de suite pour la session de questions-réponses en direct. On vous répond. On va donc accepter tout le monde dans Time for the Planet. Des femmes et des hommes de tous les pays, des entreprises, petites, moyennes et grandes. Des associations et ONG, des clubs sportifs. Des collectivités publiques, des banques et des fonds d'investissement. On va discuter avec des représentants élus, quel que soit leur bord politique. On accueillera les riches, les pauvres, les gros cons, les véganes, les boulimiques du voyage en avion. Les décroissants, les utopistes et les pessimistes, ceux qui comprennent rien à l'urgence de la situation, et encore toutes les autres catégories de personnes que tu ne peux pas saquer. On a les nôtres aussi, si ça peut te rassurer. On aura l'OM et le PSG, le MEDEF et la CGT, Tom et Jerry, les pros et les anti-nucléaires. On mangera des pains au chocolat et des chocolatines. De toute façon, on est tous sur le même paquebot, il n'y a plus qu'à déposer les armes et à coopérer. Ici, quoi qu'on pense ou fasse tous individuellement, on n'est pas là pour s'écharper, on est là pour construire. On se reprendra la tête si on arrive un jour à trouver une île sur laquelle accoster et si on a encore l'envie et l'énergie. Pour l'instant, pause. On y arrivera parce qu'on sait tous au fond de nous qu'on y a intérêt, individuellement et collectivement.